J'ai touché à pas mal de sports quand j'étais jeune. J'ai pas mal changé au début, jusqu'à ce que je tombe, en 2011 sur, du coup, le canoë-kayak par un ami d'enfance et j'ai tout de suite accroché et comme j'étais, très compétiteur, depuis tout petit, en fait, j'ai tout de suite accroché et j'ai fait mes premières compétitions, peut-être 4 mois après que j'ai commencé. L'échec des sélections a été vraiment un vrai déclic sur le fait que, fallait que je fasse un travail ou au moins sur moi-même pour réussir à me relâcher en fait sur mes courses. Et j'étais trop focalisé sur les à côté et pas assez sur le moment présent, sur ce que j'avais à faire. Et je pense que c'est ce qui m'a sorti, de ma manche. Et du coup, une chose en entraînant une autre de l'équipe de France. Et voilà quoi. Donc, mais ouais, franchement, c'était un gros échec, mais j'en ai tiré beaucoup quand même. Et enfin, c'est pas. C'est pas dire n'importe quoi que dire qu'on apprend plus d'échecs que Ouais. de victoires pour le coup. Peut-être que je serai jamais champion du monde, mais pour autant, c'est pas pour ça que tout ce que j'ai fait n'aura pas servi. Ouais. Parce que rien que de me voir progresser, c'est déjà la satisfaction en soi. Salut Thomas, comment tu vas vraiment? Bah salut, ça va super. Et toi? Moi ça va super bien, on fait un superbe épisode aujourd'hui. Je suis content de le faire avec toi justement parce qu'on en a parlé un peu juste avant, Ouais. mais tu es le premier invité qui est vraiment à 100% dans le sport. Il y a eu Baptiste précédemment, donc en quatrième épisode, je pourrais vous mettre le lien dans la description si vous voulez l'écouter, qui était un peu dans le sport aussi, mais pas à haut niveau. Lui, c'est plus un hobby qu'il fait à côté de son parcours entrepreneurial. Et du coup, je suis très content de découvrir ce que tu as à nous raconter aujourd'hui. C'est une première pour moi, donc je suis ravi de faire ça avec toi aujourd'hui. Et bah, tu me diras à la fin si ça s'est Ouais. bien passé et j'espère que tout ira bien. Du coup, pour commencer, vu que c'est une première pour toi, et j'ai vu que tu n'étais pas non plus beaucoup présent sur les réseaux, est-ce que tu peux te présenter d'abord qui t'es en dehors de ton sport et de ton métier et après nous présenter ton activité sportive? Alors du coup, moi c'est Thomas Lhuillier, j'ai 23 ans, je suis encore en études puisque là je vais finir mon master 2, en mathématiques et informatique en septembre. Je fais du canoë-kayak slalom, donc une des nombreuses disciplines que propose, le canoë-kayak en France. Et à côté de ça, je suis aussi en alternance, donc je travaille à côté de mes études, donc j'ai toute ma vie qui est bien rodée, autour de ça, mais le sport est une énorme, énorme partie de ma vie. Ok, donc ton calendrier et ton emploi du temps est booké Ouais, c'est un peu bien. ça, c'est réglé, à la minute, on va peut-être pas à la minute non plus, mais c'est Ok. bien réglé et j'ai des journées bien chargées. Un agenda de sportif, quoi, Ouais, de haut exactement. niveau. Et du coup, tu disais que tu es en alternance rapidement. Qu'est-ce que tu fais comme métier à côté? Alors moi je suis data analyst, Ok. dans une banque à la caisse d'épargne et donc mon travail c'est de mener des études de data sur, des points de réglementation parce que je travaille, dans l'audit. Ok. Donc, du coup, on y reviendra un peu plus tard. Je voudrais repartir un peu plus au début de la chronologie Ouais. justement de tout ça. Ma première question, c'était, vu que tu es un sportif, est-ce que tu te souviens ou c'est quoi tes premiers souvenirs justement de sport, quand tu as commencé ou un souvenir marquant ou... Ouais, mes premiers souvenirs de sport, j'ai commencé le sport, super tôt, parce que mes parents m'ont toujours incité en tout cas à en faire dès très jeune. Donc j'ai commencé super tôt, j'ai commencé par du judo, parce que mon père est prof d'arts martiaux. Donc j'ai commencé par du judo et j'ai touché à pas mal de sports quand j'étais jeune. J'ai pas mal changé au début, jusqu'à ce que je tombe, en 2011 sur, du coup, le canoë-kayak par un ami d'enfance. Et, euh, et j'ai tout de suite accroché. Et comme j'étais, très compétiteur, depuis tout petit, en fait, j'ai tout de suite accroché et j'ai fait mes premières compétitions, peut-être 4 mois après que j'ai commencé. Donc après, c'était des compétitions, jeunes, à petit niveau, entre guillemets, mais c'était mes premières compétitions et mes premiers coups de pagaie, c'était en 2011. Et Ok. donc c'était à l'OFP, donc c'est l'Omnisport Froid-Pompée, qui est un petit club, qui a fermé maintenant, parce que le président, les entraîneurs sont partis il y a quelques temps déjà,
j'ai mis mes premiers coups de pagaie dans ma ville. Et du coup, en 2011, t'avais quel âge pour situer En à peu près? 2011, du coup, j'avais 10 ans quand j'ai commencé. Ok, donc là, ça fait Ça 10 fait, ans, ça fait 13 ans ouais, que ça tu fait fais. 12-13 ans que 12-13 ans que tu. que je Et fais donc, du. tu as dit, tu as fait un peu de judo et tu es passé au kayak. Et entre le judo et le kayak, il y Ouais, a eu non, d'autres j'ai sports? fait pas mal. J'ai fait une année d'athlétisme, mais ouais, je voulais changer un peu de sport et donc je suis tombé sur l'athlétisme, toujours à l'OFP, parce qu'en fait, il y avait plein de sports. Après, je suis revenu un peu au judo, parce que ça me manquait. Et après, je me suis essayé au volleyball pendant un an. Et après, on n'était plus assez nombreux pour monter une équipe. Et après, je me suis essayé à la boxe et je sais pas, j'ai pas du tout accroché. Après, j'ai eu un accident de voiture donc qui m'a éloigné un peu du sport. Et donc, du coup, pour quand même garder un petit peu de sport, j'ai fait du tennis de table pendant un an. Et après, je suis tombé dans Dans le le canoë, kayak. dans le kayak et j'ai pas lâché depuis. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que justement, vu que tu disais que tu as un esprit compétitif, qui a fait que bah, tu es tombé dans le kayak et que t'es pas resté dans le judo après y être retourné et l'envie de. Ouais, je pense que j'ai beaucoup aimé le judo, mais je pense que c'était pas forcément le sport dont je me voyais continuer tout le temps. Et j'ai toujours aimé toucher à tout dans le sport. Je suis toujours friand d'aller découvrir un nouveau sport avec mes colocs où on aime bien tester des trucs. Dernièrement, on a testé du paddle ou on a fait un coup de tennis parce que j'ai un de mes colocs qui en a fait quand il était plus jeune. Donc j'aime bien toucher à tout. Et le kayak, pour l'instant, ne m'a pas fait changer, donc c'est que Ok. c'est vraiment un truc Et, auquel j'ai accroché. et du coup, est-ce que bah, ces années de judo, vu que c'est le sport que tu as plus pratiqué avant le kayak, ça t'a apporté quelque chose en plus dans le kayak ou ça t'apporte toujours quelque chose que tu as eu avec ce sport qui est différent de celui que tu pratiques maintenant? Non, je pense que ça m'a appris pas mal de trucs. Bah après, le judo, ça reste quand même assez connu, mais tu vois, ça t'apporte quand même une certaine rigueur, je trouve, le Ouais. judo, avec bah, le salut, tout ce qui est respect et tout. Je pense que j'ai appris pas mal de ça. C'est une bonne école de la vie. Enfin, le sport en général, mais le judo, je trouve, niveau rigueur, c'était pas mal. Et après, tu vois, en termes de souplesse, c'est pas mal ou d'apprendre à chuter, des choses comme ça. Je pense pour la souplesse, c'est vraiment bien. Sachant que c'est vraiment pas mon point fort, la souplesse. Mais ouais, le judo m'a quand même Mais je pense le sport en général, tous les sports que j'ai fait m'ont apporté chacun Leur point ouais, pour. leur point, leur lot de choses que j'ai gardé à Parce que l'esprit, du quoi. coup, pour ta discipline maintenant en kayak que tu continues de faire, est-ce que la souplesse c'est quelque chose d'important ou parce que de l'extérieur, tu vois, une fois que la personne est dans Ouais. le bateau, on se dit il n'y a pas trop besoin Non, de. non, c'est super important parce que tu peux être amené à faire des mouvements très amples, surtout dans tes rotations par exemple. Et la souplesse, super important pour tout ce qui est éviter les blessures par exemple. Tu vois, avoir être capable d'encaisser un mouvement où tu es un peu en déséquilibre ou un peu en extension, ça peut être souple. En tout cas, ça te permet d'éviter la blessure parce que dès que tu te raidis tout de suite, ton muscle il prend Ok. cher entre guillemets très vite. Ouais. Ouais, la souplesse, franchement, super important. Mais je pense que dans tous les sports, ça. Et du coup, le kayak, pour en parler un peu, enfin, c'est un sport où il y a plusieurs disciplines de ce que j'ai pu Ouais, comprendre et de ce que tu disais. Est-ce que tu t'as fait la même depuis le début? Et est-ce que tu peux nous expliquer bah, déjà un peu plus comment les disciplines fonctionnent et ouais. laquelle toi tu fais? Bah alors, il y a plusieurs disciplines. Donc moi, je fais du slalom. Ok, Le slalom, ça peut être soit en eau calme, soit en eau vive, donc dans des bassins artificiels ou ok, naturels. Et en fait, il y a un parcours qui est tracé. Donc c'est des piquets qui sont positionnés au-dessus de l'eau. Et le but, c'est de réaliser le parcours, donc de passer les piquets dans le bon ordre, sachant que tu as les deux piquets, en fait, on appelle ça des portes. Et le but, c'est de descendre les portes vertes, donc dans le sens du courant, et de remonter les portes rouges, donc dans le sens inverse du courant. Généralement, elles sont mises dans des contre-courants, donc dans des zones où le courant ne pousse pas pour faciliter, entre guillemets, la remontée. Et le but du slalom, donc c'est pas de la confrontation directe, chacun passe l'un après l'autre. Et le but, c'est de faire le meilleur temps possible et il y a des pénalités qui s'appliquent sur ton parcours. Donc si on vient toucher une porte, on prend 2 secondes de pénalité. Et si on vient à rater une porte, donc à la franchir, soit la franchir mal, soit ne pas la prendre parce qu'on n'a pas réussi la figure, entre guillemets, là on prend 50 secondes de pénalité. Donc autant dire que 50 secondes de pénalité, c'est rédhibitoire. Après, il y a une autre discipline, ça s'appelle la course en ligne. Donc là, en fait, c'est un tout droit sur plusieurs distances. Donc il y a le 200, le 500, le 1000.
Après, tu as des plus grandes distances, mais ça, je suis pas trop expert, mais plus sur plusieurs kilomètres. Ok. Et là, en tout cas, sur les distances 200, 500 et 1000, il y a 9 couloirs. Donc, on peut avoir jusqu'à 9 bateaux qui partent ensemble. Et donc là, le but, c'est d'aller le plus vite possible, tout Du coup, droit. ça ressemble un peu à de l'aviron, Ouais, c'est pas du ça. tout. Ouais, ça ressemble un peu à l'aviron. C'est des bateaux beaucoup plus longs que les slaloms. Un slalom, c'est 3,60 m. Un bateau de course en ligne, c'est beaucoup plus Ok. long. Après, contrairement à l'aviron, on regarde devant nous. On regarde devant nous. Et, euh, et voilà pour la course en ligne. Et donc là, il n'y a pas forcément de pénalité, parce que là, le but, mais c'est vraiment une confrontation directe. Donc c'est un tout autre sport, j'ai envie de dire, parce que le slalom, c'est plus une course contre soi-même, alors que la course en Ouais. ligne, tu as quand même un affrontement direct. Après, tu as des disciplines qui sont. Donc, ça, c'est les deux disciplines olympiques. Ok. Et tu as des disciplines qui sont pas olympiques. Tu as le freestyle. Donc, c'est des bateaux très très courts, donc très maniables. Et le but, c'est de d'enchaîner des figures dans un rouleau. Et en fait, plus ta figure est compliquée, le jury va t'accorder plus ou moins de points. Comme ce qu'on pourrait voir par exemple en patinage artistique Ouais. ou en gymnastique sur des programmes. Et après, tu as un autre sport, ça s'appelle la descente. Pour le coup, la descente, c'est un peu un mix de course en ligne et de slalom. Parce que le but, c'est d'aller le plus vite possible. Mais cette fois-ci, c'est dans de l'eau vive. Donc Ok. dans des bassins ou alors sur des rivières. Et donc, tu as deux formats. Tu as le format sprint, où c'est très court. Généralement, c'est la distance d'un bassin, donc à peu près 400-500 mètres. Et tu as des classiques, ça s'appelle. Et là, c'est des descentes de rivière et c'est beaucoup plus long. Donc c'est un peu les disciplines. Après, il y en a d'autres qui sont rattachées à notre fédération, mais en tout cas, c'est les quatre plus grosses disciplines à l'heure Ok. actuelle. Et toi, du coup, tu fais du slalom. Ouais, je fais du Et slalom. est-ce que du coup, c'est entre guillemets deux disciplines différentes ou tu fais les deux entre l'eau vive et l'eau en bassin? Bah, l'eau vive et l'eau en bassin, c'est plutôt eau Enfin, vive au calme, ouais. l'eau, Ouais, pardon, entre. bah ça dépend. Sur des... Généralement, on commence tous par l'eau calme, parce que pour apprendre à aller droit, Ouais. pour donner les premiers coups de pagaie, parce que commencer directement en courant, c'est assez abrupt, on va dire. Parce qu'il faut déjà réussir à savoir se diriger avant d'être lancé comme ça. Mais après, sur différentes courses, parce que tu as plusieurs circuits de compétition, tu as le circuit régional, où là, généralement, c'est là où les jeunes font leurs premières courses. Mais tu as même le circuit départemental Ouais. avant même. Et là, tu vois, c'est soit sur des très petits bassins d'eau vive, donc où il n'y a pas beaucoup de mouvements d'eau, des choses comme ça. Et souvent, c'est des bassins d'eau calme, donc pour les premières compétitions. Et plus tu vas augmenter de niveau, en fait, parce que sur le circuit, tu as le circuit départemental, régional. Après, tu as la nationale 3, la nationale Ok. 2 et la nationale 1, donc la meilleure division. Et en fait, plus tu vas monter dans les divisions, plus tu vas avoir des bassins avec des tracés qui sont compliqués. Mais tu peux très bien te retrouver. Enfin, moi, ça m'arrive de faire sur le circuit régional des courses sur de local, entre guillemets, parce que c'est toujours cool de faire des courses avec les copains de la région, Ouais. des choses comme ça. Donc je fais les deux, et même à l'entraînement, on fait des entraînements type aérobie où on est sur le local juste entre guillemets, pour bouffer des bornes, si je peux me permettre, et pour se faire la caisse, quoi. Ok. Et du coup, donc toi, tu fais du slalom Ouais. et tes premières compètes que tu nous disais que tu as fait 4 mois après avoir commencé, donc à Ouais. 9 ans, c'était en quelle catégorie? Alors moi j'ai commencé assez tard entre guillemets parce que j'avais quand même 10 ans, mais donc moi ma catégorie quand j'ai commencé c'était Benjamin. Et mes premières compétitions, c'est assez dur à imaginer, mais les compétitions quand t'es Benjamin, poussin, minime, c'est en piscine. Donc en fait, c'est un tout petit parcours parce qu'il y a, je sais pas, il y a 8-10 portes. Et donc, bon, c'est des kayaks en plastique un peu plus courts que les vrais slaloms qui font Ok. 3,60 m. Et en fait, c'est des parcours en piscine. Et donc, c'est le challenge piscine, ça s'appelle. Et c'était mes premières compétitions Du en coup, quand fait. tu dis piscine, c'est une vraie, enfin Ouais, c'est une piscine vraie piscine. olympique. Ouais, c'est une vraie piscine. Bah, olympique ou pas, même, parce que dans des piscines de 25 ou Oui, non, 50 mais je veux mètres, en dire une fait. piscine où on Ouais, ouais, nage une avec. piscine où tu pourras aller faire ta séance de natation. Et ouais, ouais, c'est mes premières compétitions. Ouais, c'était des challenges piscine, ça s'appelait. Et c'était mes premières compétitions. Et du coup, ces premières compètes, elles sont passées comment pour quelqu'un qui débutait ce sport, entre guillemets? Après, j'avais quand même, entre guillemets, j'avais 4 mois d'entraînement parce que j'avais commencé en septembre et généralement ça commence en décembre, janvier, Ok. les challenges piscine. L'avantage, c'est qu'en piscine, même si c'est décembre, janvier, il fait chaud. Bon, dans mes souvenirs, c'était mes premières compètes. Après, tu pars avec ton club, donc tu as quand même ta petite Ouais. émulation club, ton petit groupe, etc. Mais c'était la première fois que je voyais, entre guillemets, des gens d'autres clubs. Et au final, ça reste quand même les challenges piscine, du coup c'est départemental ou régional en fonction de...
si mes souvenirs sont bons, c'était plus départemental. Mais en fait, c'était la première fois que je voyais d'autres gens, d'autres clubs, et donc c'est très convivial. Et puis, t'es pas forcément, t'as envie de gagner, mais ça reste bon enfant, j'ai envie de dire, pas comme ce qu'on pourrait voir, parce que je peux voir maintenant sur des sélections équipe de France, où là, franchement, tu ressens quand même que tout le monde ressent Ouais, cette pression quand t'es plus jeune, c'est plus, entre guillemets, enfantin, ouais, je vois. des choses comme ça, quoi. Et du coup, après, tu as continué ton parcours, tu as Ouais. grimpé les échelons, j'ai envie de dire, entre guillemets, les divisions, de ce que j'ai cru comprendre. Parce que maintenant, tu es en. Enfin, j'ai perdu l'ordre des Ouais, je suis en divisions, mais National tu es 1 en maintenant. National 1, Ouais. c'est ça. Et ouais, ton parcours, justement, comment il s'est passé au fil des années? Parce que tu as 23 ans, ce qui est Ouais. assez jeune pour avoir un haut niveau sportif, mais en même temps, ça. Enfin, Bon, assez jeune, je pense pas, mais moi, comment j'ai fait, c'est que bah, du coup, j'ai fait des compétitions piscine ok. jusque minime, en fait, jusqu'à ma dernière année. Quand j'étais Et minime, c'est jusqu'à quel âge, du coup? minime, c'est jusqu'à 14 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Parce qu'après 15-16 ans, cadet, 17-18 junior, et après moins de 23 ans jusqu'à 23 ans, et senior. Même si, en fait, moins de 23 ans, c'est une sous-catégorie de senior. Mais ouais, et en minime, j'ai fait aussi des compétitions donc, autres dans d'autres lieux qu'en piscine, donc sur le circuit régional. Après, je suis monté en National 3 du coup quand j'étais minime 2. Parce que bon, maintenant ça a changé, mais en tout cas, moi quand j'étais minime, la National 3 était accessible qu'une fois qu'on était cadet. Donc je me suis qualifié sur mon année de minime et mes premières compétitions National 3 c'était quand j'étais cadet. Maintenant ça a changé et on peut y accéder plus jeune parce qu'on se rend compte que les jeunes ont largement le niveau d'aller faire ce genre de course. Et après, j'ai fait qu'une seule année en National 3. Donc j'ai fait ma saison de cadet en National 3. Je suis monté en National 2, donc en cadet 2. J'ai fait 2 saisons en National 2. Assez frustrant parce que j'ai raté la montée en National 1 en cadet 2 de très peu. C'est un système de... Ça paraît, ça a encore changé, mais à l'époque, c'était un système de points. Et donc en fait, sur tes courses, tu vas marquer des points en fonction de ta performance. Le but, c'est d'avoir le moins de points possible. Donc, j'ai raté à moins d'un point ma montée en National 1. Donc c'était très frustrant. Mais avec le recul maintenant, je me dis que d'avoir refait une saison de National 2 et d'avoir réalisé la saison que j'avais faite, parce que j'ai réussi à faire des podiums sur chaque course, ça met plus en confiance que d'aller en National 1 plus jeune, entre guillemets, et de moins jouer les avant-postes, parce que bah, l'écart est quand même assez élevé entre bah, les meilleurs et entre guillemets les plus jeunes qui débarquent à 15-16 ans. Ouais. Voilà. Ouais, du coup, t'as Ouais, plus voilà. confiance et en même temps, ça te Oui, permet voilà, de c'est peaufiner ça. Et ta technique puis, pour la c'est un suite. peu ça. Et donc, du coup, je suis monté en Junior 1, donc en 2018, fin 2018 en National 1. Et donc, j'ai fait ma dernière année de Junior 2 en National 1 et j'y suis toujours actuellement. Ok. Et quand on en avait parlé, tu m'avais dit que justement en 2017, tu avais raté ta sélection pour l'équipe de France au pied du podium, je crois. Ouais, c'était en 2019. Donc, ouais, 2019? c'était Ok, 2019. je me suis trompé Pas de dans souci. la date. Mais c'était ouais, en Junior 2. Donc, du coup, c'était les sélections équipe de France. Je les avais déjà fait l'année d'avant. Mais entre guillemets, j'étais Junior 1. Donc, je me battais avec des Junior 2. Sachant que entre guillemets, il y a beaucoup de densité en France. Et plus particulièrement, on va dire, les 2000 et les 2001, donc l'année avant moi et mon année, où il y avait vraiment énormément de bateaux qui pouvaient prétendre à la sélection. Donc en 2018, je la regardais de loin, entre guillemets, même si j'ai participé, mais au moins j'ai pris pas mal d'expérience. Et en 2019, je jouais vraiment pour ça. Et j'avais, enfin, dans ma tête, entre guillemets, je préparais ça depuis que je me suis dit que je voulais faire du haut niveau. Je rêve de monter en équipe, quoi. Et je fais plutôt d'une bonne première partie de sélection, parce que c'était sur 2 bassins différents, c'était sur 2 semaines. La première partie, c'était à Seo d'Urgell en Espagne. Et donc là, je ressors de cette première semaine et je suis deuxième au classement. Mais après, il restait 2 courses, donc il restait une semaine de course. Donc rien n'était fait. Et ma première course à Pau, parce que la deuxième c'était à Pau, première course à Pau se passe pas du tout comme je l'avais espéré. J'ai eu un petit problème technique et donc j'ai foiré ma course, il n'y a pas d'autre mot. Et il me restait une course quand même et tout était encore jouable, quoi. Il restait une course, on avait le droit à un joker, donc j'avais entre guillemets utilisé mon joker sur la course précédente. Et j'arrive pas à me lâcher. Enfin, je pense que
je pense que mentalement, j'étais pas prêt et j'arrive pas à me lâcher sur cette course et j'ai pas le résultat espéré. Donc j'ai été un peu dépendant de ce que faisaient les autres. Parce que bah, comme on n'est pas en confrontation directe, on ne sait pas trop. Donc j'étais un peu dépendant de ce qui se fait les autres. Et au final, à la fin, on se retrouve 3 ex aequo. Donc on est 3 deuxièmes. Et en fait, c'était départagé à la meilleure performance. Et donc moi, ma meilleure performance, c'était 15e. Et les autres, ils avaient une place de 14 et une place de 13. Donc du coup, à ce départage, je finis 4e. Donc entre guillemets, la place du con. Et, euh, et du coup, bah, je passe pas en équipe et ça a été vraiment difficile sur le coup, parce que bah, j'avais quand même construit ma vie autour de ça, quoi, parce que bah, c'est l'objectif, c'est un gros objectif, je dirais pas l'objectif d'une vie comme une médaille au jeu ou des choses comme ça, mais une sélection en équipe de France junior, enfin, j'avais construit, entre guillemets, ma vie, ma préparation autour depuis plusieurs années, donc ça a été vraiment très dur à encaisser. Je pense que j'ai vraiment mis 2 3 semaines à m'en remettre, à me dire que. Enfin, réussir à passer au-dessus. Je pense que quand je suis revenu, j'ai pas dû ramer pendant 2 semaines où je voulais pas mettre les pieds au club, je voulais pas entendre parler de ça. Et après, bah voilà, mes parents étaient derrière moi, surtout mon père qui a fait du sport quand il était jeune Qui comprenait et du qui coup comprenait, voilà. Mais après, bah, ma mère aussi a été toujours derrière moi, mes parents ont toujours été derrière moi et ils m'ont beaucoup soutenu, surtout dans ce moment difficile. Et même mes copains de club, mon entraîneur, etc. Tout le monde était là en fait. Et j'ai repris goût. Et puis j'ai retrouvé des objectifs à aller chercher derrière en fait. Parce que c'était ça le plus important, c'est de retrouver en fait l'envie d'aller chercher quelque chose. Et donc du coup je suis reparti entre guillemets. Et j'ai eu ma revanche, si on peut dire ça comme ça. Mais je décroche une médaille de vice-champion de France junior. Donc l'été. Parce que les sélections c'était en avril et donc Ok. en juillet 2019. Donc quelques mois après. Donc quelques mois après, donc j'étais devant bah, les 2 personnes avec qui on avait fait ex aequo. Donc c'est entre guillemets, c'était une petite revanche, même si enfin, c'est pas vraiment une revanche. C'est des gens avec qui que je m'entends très bien et c'est mes copains et j'étais très content pour eux qu'ils y aillent. Mais forcément, entre guillemets, c'était une petite revanche parce que bah, T'avais un peu j'avais de encore frustration. Ouais. cette petite amertume de ne pas avoir réussi en tout cas à y accéder. Et après, je suis parti en tournée d'Europe. Donc avec la région, on a fait des coupes d'Europe et sur une des coupes d'Europe, je vais chercher une deuxième place. Donc pareil, entre guillemets, c'était une autre manière, en tout Sur cas à la moi, même année. de me prouver, de me dire que voilà, je peux y arriver et je suis largement capable d'aller chercher des médailles en France. Allez. Sur la même année, du coup. Ouais, pareil en Ok. 2019, donc une coupe d'Europe, c'était à Bratislava. Donc Ok. le circuit s'appelait les ECA Cup. Et donc c'est European Canoe Association. Et là, je vais chercher une Coupe d'Europe. Et sachant que sur la Coupe d'Europe, là, il y avait les membres de l'équipe de France du junior de cette année-là. Et il y avait pas mal de bateaux étrangers qui avaient fait bah, les mondiaux, les Europes. Donc en tout cas, de pouvoir me prouver que j'étais capable de le faire, ça fait du bien au moral et ça donne envie de continuer, quoi. Et du coup, j'ai envie d'approfondir un peu plus ce sujet parce que justement, le podcast s'appelle Crisis parce que le but, c'est de montrer comment les gens ont réussi à transformer leur crise en Ouais, opportunité, tu vois. Et enfin, cette année où tu as loupé l'équipe de France, pour moi, c'est un peu une sorte de crise. ouais. Justement, est-ce que ce pied de podium, entre guillemets, maintenant, il te sert encore, il te sert toujours comme motivation ou qu'est-ce que tu as réussi à en retenir pour, enfin, ouais, pour continuer Ouais. d'avancer et rebondir, rebondir, tu nous l'as expliqué comment tu as rebondi de ça, mais ouais, est-ce que du coup, maintenant, je vais pas dire c'est un événement positif, mais il n'est pas non plus si négatif que ça parce que tu en as tiré du bon par la suite, mais... Ouais, bah, je pense que ce que ça m'a appris, c'est que vraiment, je pense que ça m'a appris déjà la dure loi du sport, entre guillemets, c'est que bah, tout le monde s'entraîne à la même intensité, entre guillemets, on a tous cet objectif enfin, depuis longtemps, parce que j'allais dire, une sélection en équipe de France, ça se prépare en amont, enfin, c'est pas du jour au lendemain qu'on se dit qu'on va se préparer à ça. Mais je pense que vraiment l'aspect qui m'a manqué cette année-là, je pense que c'était vraiment mental. Et du coup, ça a vraiment, en tout cas, mis en lumière cette fragilité que je pouvais avoir niveau mental.
Et, et donc, du coup, derrière, une fois qu'on avait vraiment identifié cet aspect de fragilité, j'ai envie de dire, on a, on a essayé de beaucoup plus travailler dessus, on a essayé d'adapter un peu les séances pour me faire travailler ce côté mental. Et, entre guillemets, ça a pu s'observer parce que en finale des championnats de France, je partais dernier. Parce qu'en fait, on part dans l'ordre inverse des résultats de la qualification, des demi-finales. Donc j'avais gagné les demi-finales et je partais dernier. Et c'est vraiment une position que je déteste, partir dernier, parce que, entre guillemets, même si tu vois pas parce que t'es dans les. Enfin, t'es en train de t'échauffer, de te Ouais, tout le monde préparer, te mais en fait, regarde. t'es dans les starts et t'entends les gens qui passent, t'entends les commentateurs, t'entends les gens au bord qui s'exaltent, t'entends les commentateurs qui peuvent annoncer, par exemple, oh, énorme temps du concurrent précédent, et même si t'essayes de te mettre dans ta bulle, tu les entends, même inconsciemment, et inconsciemment, tu sais, et tu te dis, et quand t'entends ce genre de truc, tu te fais, oh, va falloir que j'aille le chercher. Et tu commences un peu à, je sais pas, à te monter le bourrichon, alors qu'en fait, faut faire je sais ce que j'ai à faire, c'est calé, et voilà quoi. Et c'est vraiment une position que j'aimais pas, et au final, je pars dernier, et j'arrive à me lâcher, même si j'ai une petite pénalité sur la course, mais j'arrive à me lâcher en fait, et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'avais passé ce cap mentalement, j'ai passé un cap parce que je pense que je me suis retrouvé dans cette position et j'aurais pas fait ce travail avec mon entraîneur, etc. Je pense que peut-être que j'aurais craqué entre guillemets sous la pression et j'aurais pas eu ce résultat. Donc je pense que cet échec m'a permis en tout cas de travailler ce côté vraiment et puis d'avoir aussi cette rage en intérieur entre guillemets de me dire que de vouloir me prouver à moi et à tout le monde que je suis capable de gagner, que je suis capable d'aller vite et je suis capable d'aller chercher les mecs contre qui, entre guillemets, j'avais perdu quelques mois avant, quoi. Et du coup, l'aspect mental, t'en parles beaucoup et je vois de plus en plus de sportifs en ce moment qui en parlent aussi. Enfin, ça fait quelques temps que certains sportifs commencent à en parler et je trouve ça cool de le mettre en avant justement. Toi, tu dis que tu l'as travaillé avec ton entraîneur, mais est-ce que tu as d'autres choses aussi à côté qui t'ont aidé à travailler ce mental, que ce soit des psys, des préparateurs mentaux justement typiquement ou des exercices simples Ouais, que tu ouais. pouvais faire? Bah après, dans le cadre du suivi de haut niveau, parce qu'en fait, on est sur liste ministérielle, donc on devait aller voir un psy au moins une fois par an entre guillemets, pour qu'il atteste qu'on soit apte. Mais j'ai pas été vraiment voir de préparateur mental ou de psychologue à proprement parler. Mais j'ai vraiment essayé de faire un travail sur moi-même, ou en tout cas avec mon entraîneur, on a essayé de vraiment essayer de recréer cette pression, entre guillemets, ou cette atmosphère que tu peux avoir en course pendant les séances. De se dire, par exemple, sur des simulations de course pendant une semaine, de se dire, bah voilà, imagine que selon, c'est une finale, et faut tout donner, faut tout lâcher. Et en fait, c'était vraiment, entre guillemets, de se dire, faut être capable de le faire maintenant et pas, entre guillemets, deux parcours plus tard, quoi. Donc, essayer de faire ce genre de travail. Et après, bah, primer plus en. Je pense qu'aussi j'ai pris en bouteille, plus en faisant des courses, plus en ressentant, entre guillemets, cette atmosphère de course, Ouais, cette cette pression. pression, tu peux un peu mieux la gérer. Mais ouais, je pense que l'échec des sélections a été vraiment un vrai déclic sur le fait que bah, fallait que je fasse un travail, ou au moins sur moi-même, pour réussir à me relâcher en fait sur mes courses. Tu sais, à pas forcément de penser à ma course, à ce que j'ai à mettre en place, avant de penser aux résultats ou à ce qui pouvait arriver si j'échouais, si je réussissais, et vraiment à me dire, bon bah voilà, fais ta course, et après, on voit tout ce qui se passe derrière, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant, ça me fait penser à un. Il y a un coach de NFL une année qui avait été envoyé dans une équipe qui perdait depuis plusieurs années. Enfin, ils allaient même pas jusqu'en demi-finale, tu vois, ou quoi.
Et le coach, il avait mis une nouvelle méthode de travail et tout. Et il répétait tout le temps à tous les joueurs en mode réfléchissez pas aux résultats, réfléchissez juste à votre Ouais, jeu. ouais. Et la première année où il a été promu coach dans cette équipe, il a gagné la finale qui n'était pas arrivée depuis Ouais, ouais. plusieurs années, tu vois. Non, mais c'est ça, c'est un peu une phrase un peu toute faite, mais souvent l'enjeu tue le jeu. Et c'est typiquement ce genre de choses que je pense qui m'a manqué un peu. Je pense que je me focalisais trop sur si j'échoue, enfin, il va se passer ce qui va se passer. Si je réussis, bah, je vais avoir accès à plein de trucs. Plutôt que de me dire, fais ce que tu as à faire, sachant que je sais ce que j'ai à faire en fait. Parce que bah, on a analysé le parcours, on sait quel geste je vais faire, quelle option je vais prendre pour réussir cet enchaînement. Et j'étais trop focalisé sur les à côté et pas assez sur le moment présent, sur ce que j'avais à faire. Et je pense que c'est ce qui m'a sorti de ma manche. Et bah, du coup, une chose en entraînant une autre de l'équipe de France. Et voilà quoi. Donc, mais ouais, franchement, c'était un gros échec, mais j'en ai tiré beaucoup quand même. Et, enfin, c'est pas, c'est pas dire n'importe quoi que dire qu'on apprend plus d'échecs que Ouais. de victoires pour le coup. Bah, je pense qu'on apprend beaucoup plus des échecs que des victoires, mais il y a aussi l'aspect mental, justement, on Ouais, en parlait, où certains, l'échec, il peut détruire une carrière. ouais, Comme... ouais. Après, ça dépend à quel moment il arrive aussi, tu vois. Ouais, ouais, mais c'est pour ça que j'étais vraiment. Le fait d'être bien entouré, d'avoir eu mes parents derrière moi, d'avoir eu bah, mes partenaires d'entraînement, les gens avec qui je m'entraîne, mon entraîneur, mes amis qui, avec enfin, qui m'ont toujours soutenu en fait. Enfin, mes camarades de classe, mes amis, entre guillemets, quand j'étais pas là, ils me suivaient, ils m'envoyaient les cours. J'ai eu mes professeurs quand j'étais au lycée qui ont toujours été derrière moi, mais peut-être pas forcément derrière moi, entre guillemets, à m'encourager et tout, mais qui ont été derrière moi en étant arrangeant, des Ouais, choses en comme ça. facilitant les choses. Et Ou... d'avoir bah, du coup ma famille qui m'ont toujours soutenu. Mon père, il fait du kayak maintenant, donc il a un peu du monde, donc on partage ça ensemble. Mon frère, ma soeur, ma mère qui viennent me voir dès qu'ils peuvent, etc. Donc d'avoir tout ça, ça, c'est vraiment un plus, surtout dans ce genre d'épreuves qui peuvent être en tout cas très, très Ouais. difficiles à vivre, quoi. Non, mais je suis entièrement d'accord sur le fait que ça soit des événements difficiles. Et justement, quand je regarde pas mal de podcasts ou de sportifs, et je me rends compte, et avec le temps, j'ai l'impression que c'est même beaucoup plus avantageux d'avoir une échec, alors pas rapidement, mais en début de carrière. Ouais, Parce que, admettons, t'es invaincu pendant plusieurs années, ou enfin, t'es vraiment trop fort, entre guillemets, si le jour où t'as une défaite, si c'est la première, mais que t'es déjà en milieu ou fin de carrière, elle peut bah, carrément anéantir la suite. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, justement, de dire que, bon, c'est entre guillemets une phrase bateau parce que tout le monde le dit, mais je pense que c'est vrai que, oui, oui, justement, non, les je suis échecs assez apprennent d'accord. beaucoup plus. Justement, t'as dit que t'as gagné donc ta médaille de vice-champion, je crois, la même année Ouais. pendant les vacances, que t'as travaillé sur ses faiblesses, l'aspect mental, que t'as réussi à forger un peu tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, justement, bah, ça a été quoi la continuité après bah, cette médaille et ce travail sur ses Ouais, faiblesses? ouais. Bah alors après j'ai changé de catégorie du coup l'année suivante. Donc je suis rentré dans ma première année de senior. Il y a eu le Covid, donc c'était assez compliqué enfin, dans le monde du sport en général, parce que bah, la saison a été interrompue, etc. Donc la saison 2020 était un peu compliquée. Ensuite vient 2021. Parce que du coup, 2020, il y a pas eu grand-chose, entre guillemets. Il y a eu des championnats de France où je fais 2 médailles au championnat de France, mais cette fois-ci pas en individuel, en canoë biplace. Donc on est deux. Et donc j'ai fait une médaille en canoë biplace homme avec donc une médaille d'or au championnat de France avec mon entraîneur et avec une camarade de club En en slalom mixte. aussi, du coup? Ouais, c'est ça, en canoë biplace, slalom, donc homme et mixte. Donc on a fait 2 médailles d'or. C'était mes premières médailles d'or en championnat de France. Parce que bah, du coup, j'ai fait vice, mais cette fois-ci en individuel en junior en 2019. Et j'avais fait troisième en cadet en 2017. Donc là, c'était mes premières médailles d'or. Donc bon, ça fait toujours plaisir, même si c'est pas forcément mon embarcation principale. Mais c'est toujours cool. Et puis le C2,
C'est vraiment différent parce qu'on est deux dans le bateau, faut qu'on se coordonne, faut qu'on soit d'accord. Et c'est, enfin, en tout cas, visuellement, ça a toujours été une des disciplines que je trouve les plus belles visuellement, de voir vraiment deux personnes dans le même bateau slalomer ensemble, être ultra raccord, c'est vraiment impressionnant. Après, 2021, donc entre guillemets, première saison complète de senior, j'avais vraiment les crocs, entre guillemets, sachant que 2020, ça peut être assez compliqué. Et en fait, je me blesse juste avant le début de la saison, à l'entraînement. Je me sors l'épaule. Donc, premier gros coup de frein. Ouais. Donc, on me l'a remise. Donc, j'ai été arrêté pendant 3 semaines. Après, j'ai été suivi. J'allais chez le kiné 3 fois par semaine pour récupérer super vite. Parce que bah, on a des conventions avec des kinés, avec des ostéos par le club de kayak. Donc, du coup, ça, j'ai vraiment été bien accompagné. J'ai pu récupérer très vite. Du coup, début de saison un peu compliqué avec ça. C'était au sport, du coup, tu étais blessé Ouais, ou... ouais, Ok. c'était à l'entraînement à Nancy que je me suis blessé. Donc, au début de saison un peu compliqué. J'arrive à revenir prêt pour les sélections équipe de France. C'était des sélections équipe de France un peu spéciales parce que, comme c'était l'année Covid, après le Covid, ils prenaient, euh, ils prenaient tout le monde. Ok. Ils prenaient tout le monde, donc en fait, c'était. Alors que normalement, il y a un peu. Tous les athlètes en National 1 n'accèdent pas à la compétition, mais là, pour le coup, ils prenaient tout le monde parce que, bah, du coup, comme il n'y avait pas eu de course avant, c'était un peu compliqué avec le Covid, etc. Donc, ils prenaient un peu plus large. Et en fait, bah, pareil, j'arrive pas à m'exprimer, mais je pense que dans ma tête, j'étais un peu bridé par la blessure. Et donc, c'était assez compliqué. Donc, la saison 2021, assez compliquée. La saison 2022, bah, du coup, je me remets vraiment dedans. Et faut savoir que, pareil, début de saison un peu compliqué où j'arrive pas forcément à m'exprimer sur l'eau. En fait, j'arrive à aller très vite, mais beaucoup de pénalités je prends en fait. Et donc, bah, ça coûte 2 secondes à chaque touche, Ouais. etc. Donc j'arrive pas à me sélectionner sur les sélections équipe de France. Et là, pareil, un autre coup dur, bon, beaucoup moins important parce que bah, là, entre guillemets, j'arrive même pas à prendre le départ. Mais donc, ça me remet un peu en question sur ma navigation, on va dire. On se pose des questions avec mon entraîneur sur le fait que, bah voilà, peut-être que je vais trop me précipiter et où je prends pas le temps de faire les choses. Et donc, du coup, en fait, bah, même si je suis capable d'aller vite, bah, prendre trop de pénalités, au final, bah, je me retrouve derrière. Donc, en fait, faut peut-être explorer cette piste-là D'aller plus pour, lentement pour faire moins bah, de fautes. ouais, voilà, ou alors peut-être pas forcément entre guillemets aller plus lentement, mais ralentir sur les moments un peu Ouais. clés au moins pour valider mon franchissement de porte correct, donc c'est-à-dire sans mal la franchir et sans la toucher. Et, euh, et donc du coup on fait ce travail et en 2022, donc non pardon, donc là c'était en 2022, en 2023, c'est sur la première course, j'arrive à me sélectionner pour les sélections, parce qu'en fait, il y a une première phase sur la première course où on prend certaines personnes selon leurs résultats, et sur la deuxième course de la saison, pareil. Et les sélections arrivent entre la deuxième et la troisième. Et la première course, première finale pour moi en National 1, parce qu'il n'y a que les 10 meilleurs bateaux qui vont en finale, et les autres vont en finale B, donc ne peuvent pas jouer les avant-postes. Donc première course de la saison, première finale, et donc bah là on voit que le travail paye, donc forcément c'est très satisfaisant. Et donc, on prépare plus les sélections équipe de France. J'arrive aux sélections équipe de France et je suis assez loin des meilleurs, mais je me rapproche petit à petit. Donc, en fait, ça donne confiance dans le sens où je vois la progression qui arrive, sachant que c'était pas ma dernière année de moins de 23 ans, parce que du coup, c'est cette année-là sur la saison 2024. Donc, je me dis que le chemin est sûrement encore long, mais que l'année prochaine, je peux, entre guillemets, rêver, je pourrais prétendre à pouvoir me battre pour aller la chercher au moins. Et la saison se passe plutôt bien. Donc là, on est en septembre 2023, donc l'année dernière. Euh, c'est les championnats de France élite. Donc en fait, les championnats de France élite, c'est un championnat de France pour les seniors, pour les seniors qui sont en National 1.
Et donc là, il n'y a pas de distinction de catégorie. Ça veut dire que les juniors qui sont en National 1 prennent aussi part au championnat de France élite, alors que sur les championnats de France simples, ils sont vraiment faits pour les cadets, les juniors et les biplaces. Donc là, sur le championnat de France élite, je vais rechercher une finale. Et je finis 10e des championnats de France élite. Donc ça veut dire que sur la même saison, j'ai fait 2 finales en National 1. Donc j'étais vraiment très content. Et d'avoir pu prendre le départ des championnats de France élite, enfin de la finale en tout cas, et d'avoir pu jouer avec les meilleurs Français, ça fait, ça m'a fait vraiment plaisir et ça a été vraiment un bon aboutissement de saison. Une saison qui avait été en fait, qui a été ma meilleure saison en National Qui s'est 1. bien déroulé Ouais, avec. voilà, c'est ça. Et où j'ai vraiment vu mon évolution par rapport à 2021-2022 qui ont été un peu plus compliqués. Et donc, du coup, je suis reparti, entre guillemets, au charbon l'hiver en vraiment le couteau entre les dents et me dire que voilà, cette saison-là, à l'heure d'aujourd'hui, je veux prendre ma place en équipe de France moins de 23 ans et je mets tout en place pour y arriver et c'est accessible, quoi. Ok, parce que du coup, là, il te reste. Enfin, la dernière qualification de l'équipe de France, t'étais à combien de places enfin, d'être qualifié, justement, Ouais, à peu près? je sais pas trop, mais je pense que si je dis pas de bêtises, je devais être dans les 8 meilleurs moins de Ok. 23 ans, sachant que t'en as qui sont passés dans la catégorie au-dessus. Ouais. Donc là, cette année, je pense que c'est jouable. Ça va être dur parce que, comme j'ai dit, en France, il y a beaucoup de niveaux. Il y a des très très bons bateaux qui ont mon âge, qui sont un peu plus jeunes ou qui ont déjà pris des sélections en moins de 23 ans les années précédentes. Donc vraiment, je pense que ça va être une belle bataille. Là, c'est bientôt, là, c'est dans 2 semaines. Donc je Ok. pense que ça va être une très belle bataille. Mais je pense que, entre guillemets, j'ai j'ai ma, j'ai ma place à jouer en tout cas. Ok. Et je peux prétendre à y arriver, quoi. Parce que du coup, sur la qualification, ils prennent. Enfin, les premiers, je suppose, mais ils en prennent combien? Ils en prennent 3. Ok. Ils en prennent 3, sachant qu'il y a déjà un athlète qui a sa place par rapport à ses résultats de la saison internationale l'année dernière. D'accord. Donc en soi, il reste que 2 places pour beaucoup de prétendants, mais il reste 2 places enfin, on est tous sur le même pied d'égalité, Ouais. entre guillemets, et ça va se départager sur. Il y a 3 courses de sélection et ça va se départager sur Sur ces les trois trois courses de courses. sélection. Du coup, on espère que tu seras sélectionné. Ah, j'espère, La j'espère période à aussi. peu près où sortira l'épisode, justement, tu seras sûrement en train de. Ouais, voilà, c'est ça, La dernière course, c'est le 12 mai, donc ça sera Donc les courses, c'est 9, 10, 11, 12 mai. Ok. Donc, Moi, du coup, je sais pas exactement la date à laquelle sortira l'épisode, mais ça sera plus ou moins dans cette fourchette. Donc, soit il pourra servir à t'encourager ou à aller voir tes résultats en fonction de la période. Justement, là, tu as parlé de 2023 comme quoi c'était une bonne année en termes de progression. Comment est-ce que tu progresses et ouais, bah déjà, comment est-ce que tu progresses en kayak et à quoi ressemble un peu ta journée en termes de sportif? ouais. Même si à côté, tu as encore enfin, un emploi, tu es en alternance de ce que tu disais. Bah alors, comment est-ce que je vois que je progresse? Bah, je pense que, comme j'avais dit, entre guillemets, mon principal défaut, ça a été d'avoir beaucoup de pénalités sur mes manches. Donc j'ai pu voir l'année dernière et même ce début d'année, parce qu'il y a déjà eu 2 courses qui se sont passées cette année, où j'arrive à aller vite en prenant beaucoup moins de pénalités. Ça m'arrive toujours de faire des erreurs. Par exemple, le week-end dernier, j'ai fait 2 grosses erreurs sur mes 2 finales, mais donc ça fait des petites piqûres de rappel, entre guillemets, mais j'arrive à aller vite, j'arrive mieux à m'exprimer sur l'eau. Et après, enfin, il y a beaucoup de travail technique où bah, on passe du temps sur l'eau à répéter les mêmes gestes, parce que, bah, entre guillemets, comme on peut pas tester le parcours avant de le faire dans ma discipline, on peut que l'analyser depuis le bord, mais on a en tête, entre guillemets, enfin avec l'entraîneur, on appelle ça comme ça, mais notre boîte à outils de tout ce qu'on sait faire, et on sait que bah, on va utiliser, entre guillemets, cette technique-là à ce moment-là. On se visualise en fait comment on va le réaliser. Et ma progression, ça s'est fait entre guillemets en augmentant cette boîte à outils, donc en développant
des nouveaux skills, si je peux, si je peux dire ça, des nouvelles manières de voir la chose. Parce que par exemple, moi je fais du canoë, parce qu'il y a le canoë et le kayak. Ok. Et en canoë, on pagaie que d'un côté. Ok. Donc tu vois, une kayak, tu as une pagaie double. Donc Ouais. typiquement, le geste, tu vas pagayer à droite, à gauche, alors qu'en canoë, tu pagayes que d'un côté. Donc du coup, pendant longtemps, on pagayait que d'un côté. Et donc par exemple, moi je pagaie à droite. Et en fait, quand tu vas mettre un coup de pagaie à gauche, on appelle ça un débordé, parce que tu vas passer ta pale de l'autre côté du bateau, mais du coup tes bras vont être croisés pour donner ce coup de pagaie. Ouais. Et, euh, et et ce qui a révolutionné un peu ça, c'est une athlète australienne, donc qui s'appelle Jessica Fox, qui a été une des pionnières dans le canoë dame, parce que le canoë dame, c'est arrivé il y a longtemps, c'était que les hommes qui faisaient du canoë, et c'est arrivé un peu plus tard. Et elle a vraiment révolutionné ça, parce qu'en fait, les dames, ça a été beaucoup plus naturel de changer de côté de pagayage en canoë pendant les courses. Par exemple, Ok. elle pagaie à droite, hop, elle change et elle vient pagayer à gauche, donc en changeant les mains de position Ouais. pour faciliter la figure, par exemple. Parce que en fait, à gauche, ça se fait beaucoup mieux qu'à droite quand tu pagaies. Et donc, du coup, ça s'est un peu démocratisé aussi chez les hommes. Et donc quand j'ai commencé, bah, je pagayais que de mon côté droit et je mettais en fait ce qu'on appelle des débordés. Donc on allait pagayer de l'autre côté, mais du coup en ayant les bras croisés. Et donc je me suis mis à ça, à changer de bordée, ça s'appelle. Et donc du coup, donc j'ai développé ça. Donc au début c'est un peu frustrant parce que bah, t'es très mauvais de l'autre côté. Parce que bah, dans ta tête, bah, tu pagais à droite depuis tout le temps, donc t'es super à l'aise, et quand tu pagais à gauche, bah, t'es un peu manchot, Et quoi. même quand tu fais le mouvement bien, t'as l'impression qu'il Ouais, est pas voilà. bon parce que t'as pas l'habitude. Ouais, parce que t'as pas l'habitude, t'as pas les mêmes sensations, et puis bah, forcément, t'es moins Ouais. efficace dès le début, donc c'est assez frustrant, donc ça a été pas mal de travail. Je dis pas que maintenant je suis un expert, mais en tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise. Et du coup, maintenant, je peux vraiment me dire, par exemple, quand j'analyse ma course depuis le bord, de me dire que bah là, en fait, je peux changer de bordée parce que je sais que ça va aller plus vite si je change de bordée, et je suis à l'aise à l'idée de le faire. Alors que bah, forcément, au début, quand tu débutes, Ouais. tu te dis, ouais, mais si je rase, qu'est-ce que je fais parce que bah, je suis pas super à l'aise, donc j'ai pu développer, enfin, entre guillemets, remplir de plus en plus ma boîte à outils en développant ce genre Oui, de, parce que ce du genre de coup, c'est ce technique. que tu disais, une compétition donc de slalom. Quand tu t'entraînes, tu travailles tes mouvements techniques et du coup après ça devient de la mémoire musculaire. Mais que le jour de la compétition, tu n'as pas de séance d'entraînement sur ce Sur le nouveau tracé, en tout parcours ou cas, ouais. sur ce tracé. Ok. Souvent, généralement, on va en amont de la compétition sur le lieu, Ouais. et on s'entraîne sur le bassin pour appréhender les mouvements d'eau qu'il peut avoir, les rouleaux, les trucs Ok. comme ça. Mais en fait, on ne connaît pas Mais le t'as pas le parcours. tracé. Non, on connaît Ok. pas le parcours qui est tracé. Et donc, du coup, bah, on le découvre généralement la veille. Ouais. Parce que, ouais, c'est ça, c'est la veille. Sur les grosses courses, on le découvre la veille, Ouais. le soir avant. Et en fait, t'as des gens qui font la démonstration qu'on appelle des ouvreurs. Donc, les ouvreurs nous montrent le parcours. Ok. Donc les entraîneurs filment, comme ça on peut analyser la vidéo. Il y en a qui prennent des chronos pour essayer de voir telle option va plus vite que telle option. Par exemple, si je passe la porte en reculant, qu'on appelle une inversion par exemple, pour faciliter le passage de porte après, est-ce que finalement ça vaut le coup? Parce que est-ce que peut-être que en prenant un peu plus de temps sur ce passage-là, le passage d'après, tu vas aller beaucoup plus Ouais. vite parce que tu arrives à mieux canaliser ta vitesse par exemple, ou est-ce que bah, passer normalement pointe vers le bas en avant, on appelle ça, c'est plus rapide. Donc, tu vois, il y a des chronos qui sont faits pour essayer de trouver la meilleure manière et d'aller plus vite, quoi. Et après, donc, chaque athlète, moi j'ai ma petite routine avec mon entraîneur où eh ben, le soir, on se dit les grandes lignes du parcours, entre guillemets. Donc, on se dit, bah là, le stop, donc les portes rouges qu'on doit remonter, le stop là, eh ben, faut faire attention à ça, arriver bien derrière, parce qu'après, il faut que tu repartes avec de la vitesse dans le décalé, donc dans les portes qu'on descend, donc dans le droite-gauche-droite là, faut faire attention à ce mouvement-là, parce qu'il est un peu traître. Et après, le lendemain matin, j'ai une deuxième analyse avec lui, qui est en fait beaucoup plus poussée, où lui, il parle beaucoup moins. Et en fait, c'est moi qui dis, bah là, en fait, je lui décris ce que je vais faire.
entre guillemets. Donc, par exemple, là, le stop là, je vais l'attaquer fort parce que je peux me permettre de le faire. Dans le décalé là, je vais mettre le coup de pagaie là au moment là pour me stabiliser, par exemple. Si on sait que la zone, elle est un peu traître, elle est un peu marmiteuse, on appelle ça. Donc, le courant n'est pas forcément très franc. On appelle ça une marmite. Donc, voilà. Donc, et en fait, là, je lui décris vraiment. Lui, il acquiesce, il valide. Ou alors, s'il y a un point que j'ai pas précisé, où il me dit attention, n'oublie pas que dans la zone là, il peut se passer ça, Ouais. des choses comme ça. Donc, c'est plus des points d'attention. Donc, en fait, c'est une petite routine qu'on a. Mais effectivement, je ne prépare pas le parcours Ouais. en avance parce qu'on le D'où découvre. l'importance de travailler les mouvements séparés pour avoir Ouais, la voilà, c'est mémoire ça. musculaire et après faire Ouais, une sorte de Lego en disant là, faut que je mette ça, ça, ouais, ça, ouais, quoi. c'est ça. En fait, généralement, t'essayes, quand tu y vas les jours précédents pour t'entraîner, t'essayes de faire le plus de choses possible pour avoir un peu les sensations dans le bateau, de se dire, bah voilà, cette vague-là, je l'ai pris dans tous les sens, donc Ouais. peu importe ce qui me trace dedans, je vois à peu près Ok. ce qu'il faut faire. Mais après, le kayak slalom, ça reste un sport d'adaptation, parce que Ouais. bah, déjà, l'eau, c'est un élément qu'on maîtrise pas, plus le parcours qu'on ne connaît Ouais. pas à l'avance, donc c'est vraiment un sport d'adaptation, et je dis une bêtise, mais par exemple, les rouleaux, ils sont jamais les mêmes à l'instant T en fait, ça change tout le temps. Donc peut-être que le rouleau va être plus ouvert et donc il t'accrochera moins dedans et bah du coup ton bateau il descendra plus et donc bah faut tout de suite se réadapter en disant bah là si il m'arrive ça bah je remets un coup de pagaie pour raccrocher le rouleau et pour continuer ma Ouais. course sans accroc. Donc c'est vraiment un sport d'adaptation. Ouais, parce que même entre ce que toi tu t'es fait dans ta tête avant de faire la course et quand t'es Oui, dedans, il peut se passer pas mal de trucs il y a quoi. ok. Parce que non, je demandais justement typiquement parce que du coup à l'escalade pour ceux qui connaissent un peu, il y a trois disciplines entre guillemets, il y a le bloc, la voie ou la vitesse. Et du coup la vitesse c'est ce qui se ressemble un peu au Ouais, ouais. slalom, mais du coup la voie de vitesse est toujours la même. Donc les gens s'entraînent dessus et ça devient de la mémoire musculaire des Ouais. mouvements, mais t'as pas d'adaptation propre sur la course parce Ah que oui, tu oui. la fasses aujourd'hui ou dans une semaine, le parcours Ouais, sera le ouais. même, quoi. Bah là, t'as quand même, entre guillemets, ce qui pourrait s'apparenter à de... Oh, j'ai oublié De le... la vitesse. Ouais, à de la vitesse, c'est ça, à de la mémoire musculaire, t'as un Ouais, peu ça, parce que tu sais à peu près les sensations que tu ressens dans ton ouais, bateau quand tu t'entraînes, parce que t'essayes de faire le plus de figures possible, mais il faut pas oublier que l'eau est un élément qu'on ne contrôle ouais. pas, donc il y a des paramètres qu'on maîtrise pas, en fait, et donc faut s'adapter à ces paramètres, et puis même, je sais pas, bah, comme en vitesse, tu peux ripper, et donc du coup, Ouais, faut que tu te remobilises tout de suite, oui. et bah en kayak, tu peux sortir de ta vague, et donc du coup, bah, faut se remobiliser, il faut continuer, tu peux, je sais pas, tu peux te retourner. Moi, ça m'est arrivé la semaine dernière. Tu peux te retourner. Bon, bah, ça arrive. Tu te remets, enfin, tu te remets droit parce qu'il y a des techniques pour se remettre droit et continuer sa Ok. course. Ça s'appelle un esquimotage. Donc, tu esquimotes, entre guillemets, puis bah, tu reprends ta figure. Bon, tu perds du temps, certes, Mais tu finis au moins. au moins, tu finis la course. Ouais, mais voilà, comme dans tous les sports, tu as quand même une part d'adaptation et une part d'inconnu que tu peux pas gérer, Ouais, quoi. que tu gères pas. Et du coup, pour la partie sportive, on va parler un peu de ce que tu fais à côté en dehors du sport. Pour conclure cette partie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, à part la sélection en équipe de France Bah, après, en tout cas, on m'a toujours dit que la sélection, c'était qu'une étape. Et l'objectif final, ça serait d'être médaillé sur des échéances internationales, type des championnats du monde, des championnats d'Europe. Ça, c'est vraiment l'objectif final parce que, en tout cas, on m'a toujours dit, et je suis assez d'accord, que la sélection en équipe de France, c'est qu'une étape. Parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est faire briller la France, Ouais. c'est ramener une médaille pour la France. Typiquement, moi je rêve d'entendre, enfin d'être sur la boîte tout en haut, d'entendre la Marseillaise. C'est c'est un rêve depuis que je me suis mis en tête que je voulais faire du haut niveau. Donc je pense que ouais, être champion du monde, c'est un rêve, ça a toujours été mon rêve et c'est ce que je souhaite par-dessus tout, quoi. Eh ben, on espère tout ça pour toi. Justement, tu disais, ton rêve, c'est d'être un athlète de haut niveau. J'ai cru comprendre que tu n'en vivais pas forcément, ou pas du tout même. Ouais, ouais. C'est un peu compliqué, un sujet un peu touchy là-dessus avec les athlètes. À côté, du coup, tu es encore en études en alternance. Et, qu'est-ce que tu fais exactement là-dedans? Et est-ce que ça t'apporte des trucs, enfin, pour l'aspect professionnel, d'être athlète de haut niveau à côté? Ouais, bah le kayak, c'est pas un sport professionnel, donc on ne peut pas en vivre.
t'as quelques athlètes français qui arrivent à en vivre parce que leur club est assez gros, entre guillemets, pour leur proposer un emploi. Donc peut-être qu'ils réalisent des missions, mais on va dire que dans l'idée, ils sont un peu payés à s'entraîner. Ou alors ils arrivent à trouver des emplois fictifs. Il y a un canoë biplace français qui a fait 2 fois les Jeux à Rio et, à Rio et à Londres, Ok. qui sont vosgiens, qui s'appellent Gauthier Clos et Mathieu Pêche. Et eux, par exemple, ils avaient, entre guillemets, un emploi fictif à la SNCF. Et eux, en fait, ils étaient vraiment payés à s'entraîner. Donc il y a ce genre d'arrangement où, entre guillemets, t'es payé pour faire son sport. Mais entre guillemets, à terme, Ouais. t'es pas comme un footballeur Ouais. qui est payé tout le long de sa carrière et que même après sa carrière, s'il était dans un gros club, il est tranquille, quoi. Donc non, non, moi à côté de ça, je fais mes études. Donc là, je suis en master 2, donc j'ai fait mes 5 ans de fac. Mais j'étais déjà sportif de haut niveau mes dernières années de collège et au lycée. Donc j'ai toujours eu des aménagements, donc ça c'était plutôt cool. Où bah, on excusait mes absences liées au sport. Jamais eu d'aménagement d'horaire, mais en tout cas, j'ai jamais été freiné par le fait de partir en compète, de partir en stage, Ouais. parce que bah, quand tu es sur liste ministérielle, t'as ce genre d'arrangement. Et à la fac, pareil, j'avais le statut de haut niveau, donc pareil, je pouvais rater des cours pour le sport, quoi. Ok. Et, euh, et même, il y a une année à la fac, j'ai pu banaliser un UE pour me dégager un peu plus de temps pour m'entraîner, donc j'avais ce genre d'arrangement. Et au niveau de l'alternance, bah, j'ai toujours, enfin, en tout cas, mon entreprise a toujours été au courant de mon statut et n'a jamais été un frein. Au contraire, Ouais. mes collègues, mes superviseurs, mes managers ont toujours été derrière moi, toujours à essayer de savoir un peu comment ça se passe. J'ai jamais été freiné par le fait que bah, je devais partir en compétition, etc. J'ai toujours pu poser mes jours de congé, des choses comme ça, pour pouvoir partir au moment où je Ouais. voulais. Et, l'été dernier, ils m'ont proposé même un sponsoring. Donc ils m'ont accompagné, enfin ils m'accompagnent là toute la saison. Donc ça a vraiment été ça aussi un plus de bah, déjà du fait que bah, mon entreprise me soutienne au-delà du financier par le sponsoring, mais me soutienne dans mon double projet, plus le sponsoring qui a fait que bah, j'ai pu, entre guillemets, enfin, d'un côté financier, j'ai pu partir et partir en stage, partir en compète, me racheter du matériel de Ouais. manière plus facile que si j'avais pas. Parce que du coup, bah, mes saisons, je les finance moi. Quand j'étais plus jeune, c'était mes parents. Ouais. Et quand j'ai eu mon alternance, bah, du coup, j'ai, entre guillemets, enlevé cette charge de mes parents où c'est moi qui finançais mes propres saisons. Ouais, parce qu'une saison, ça doit pas être donné non plus. Non, bah, surtout quand t'es jeune, que tu joues les équipes de France, bah, tu pars en stage à droite à gauche. Puis même là, cette saison, j'ai essayé de partir beaucoup pour essayer bah, de maximiser mes chances, quoi. Parce que plus tu fais de bassin, plus tu vas ramer à Ouais. droite à gauche, plus bah, tu prends de l'expérience, tu peux développer tes skills, comme je dis tout à l'heure, ou des choses comme ça. Donc, mais ouais, des saisons, genre, ça coûte trop cher. Ça coûte très cher, pardon. Le matos aussi, ça coûte cher. Un bateau, ça coûte 2 700 euros. Ouais. Une pagaie, ça coûte 350 euros. Ok. Plus bah, les équipements spécifiques au kayak aussi. Donc, c'est un sport qui coûte cher. Bah, les stages, ça coûte cher. Bah, après, ça, c'est pour tout le monde. Mais typiquement, Ouais. les logements, l'essence, choses comme ça, Ouais, les bah, surplaces. ouais, voilà, c'est ça. Donc, forcément, ça coûte cher, bah, le prix de l'essence, de toute façon, et c'est le même pour tout le monde. Mais du coup, ça permet bien de se rendre compte que Ouais. bah, quand tu fais Nancy-Pau, par exemple, bah, tu traverses la France. Donc, ça coûte des choses comme ça, quoi. Parce qu'après, le matériel sportif, que ça soit le bateau, comme les pagaies et tout, c'est des trucs. Enfin, je sais pas comment formuler la question, mais est-ce que c'est entre guillemets du consommable et ça s'abîme vite ou rapidement ou ça se casse facilement ou c'est des trucs une fois que tu l'as acheté, tu le gardes 5, 10 ans Non, bah, après, ça dépend. On va dire les meilleurs Français, par exemple, ils changent de bateau tous les ans. Ouais, Mais moi, généralement, plutôt un rythme de je change de bateau tous les 2 ans. ok. Et en vrai, bah, ça se casse. Oui, par exemple, si, je sais pas, j'ai une bêtise, mais si je vais m'écraser contre un caillou, bah, Ouais. enfin, il prend cher, quoi. Mais après, ça se répare. Tu sais, les bateaux sont en carbone. Donc, bah, on fait de la réparation. On a des plaques de carbone Ok. qu'on résine, qu'on peut réparer. Après, forcément, quand il est vraiment trop abîmé,
en haut niveau, bah forcément, tu répares, tu résines, donc ton bateau est plus lourd. Peut-être qu'il va moins glisser sur l'eau, enfin des choses. C'est pour ça que généralement les gens, enfin les meilleurs mondiaux, les meilleurs français, ils changent de bateau à peu près tous les ans. Mais moi je pense que tous les 2 ans, j'arrive à assez en prendre soin. Bon après, on n'est jamais à l'abri d'une grosse cassure, hein. Ça arrive à tout le monde malheureusement, ou même de casser sa pagaie, et là bah t'es obligé d'en racheter une, des choses comme ça, mais j'ai jamais eu trop de problèmes. Bon, ça m'est arrivé, mais par exemple mon dernier bateau est vraiment en bon état, j'ai réussi à en prendre bien soin et j'ai changé il y a pas longtemps et voilà quoi. Mais oui, forcément entre guillemets, le risque zéro de casse Ouais. n'existe pas. Je, je vois. Non, mais je demande parce que bah, typiquement, les joueurs de tennis, les raquettes, des fois, Ouais, bon, ouais. ça se casse volontairement ou non, mais Oui, oui. il y a de l'usure. À l'escalade, les chaussons, faut les changer Ouais, régulièrement. Les gants de boxe, tu vois. Donc c'est pour ouais, ça, parce que c'est un sport que je connais pas du tout, ouais, entre ouais, non guillemets. mais Donc c'est c'est. des questions que je me pose et que je pense les gens peuvent se poser Ouais, bah aussi. par exemple, après, t'as des trucs Un bateau, ça vit quand même bien dans le temps. Une pagaie, pareil, on change pas de pagaie régulièrement. Si peut-être tous les ans, tu vois, mais. Enfin, parce que à force de l'utiliser, bah, le carbone il devient, enfin, on dit que la pale elle devient molle, donc Ouais, on a un peu, enfin, c'est un peu moins rigide quoi, donc du ouais. coup bah tu Donc transmets t'as un moins peu de moins force par de exemple, ouais traction. voilà c'est ça, mais il y a des trucs qui s'abîment plus vite, par exemple on a ce qu'on appelle une jupe kawé, donc en fait c'est un kawé sur le haut du corps, et en fait la jupe c'est euh, c'est un bout de néoprène, et en fait qui vient tout combler le trou dans lequel on va rentrer dans notre kayak, et ça coûte assez cher, et, euh, et le kawé prend assez rapidement l'eau. Tu vois, il perle, entre guillemets. Tu sais, Ouais. l'eau ne perle pas très. Ça perle pas très longtemps, en fait. Et donc, du coup, bah, tu vas avoir, entre guillemets, chaud, parce que bah, l'hiver, il fait froid, t'es dans l'eau. Donc, les jupes kawé, ouais, ça s'achète peut-être, je sais pas, je dois en avoir 4 ou 5 Ouais. pour essayer. Enfin, j'ai des jupes kawé qui sont, entre guillemets, dédiées à la course. Et mes jupes kawé de course, donc elles sont très fines, parce que, bah. Et mes jupes kawé, j'ai des jupes kawé d'entraînement ou d'hiver qui sont plus épaisses, donc moins pratiques en course, du coup. Mais ouais, je les change plus régulièrement, par exemple. Ok. Ça a l'air d'être toute une logistique Ouais, bah, pour. il y a beaucoup d'équipements, parce que bah, l'hiver, il fait froid, faut être équipé. Ouais. Puis, ouais, bah, comme je dis, par exemple, comme les coureurs, par exemple, si des mecs qui font vraiment beaucoup de courses, ils ont des chaussures qu'ils utilisent que en course ou en approche de course et en course, et ils ont des chaussures plus d'entraînement, genre leur deuxième paire, leur troisième paire, que eux, ils vont leur foutre des bornes, entre guillemets. Moi, c'est un peu pareil. Par exemple, j'ai mes jupes KW de course, je les mets vraiment que pour les courses. Ouais. Et mes jupes KW d'entraînement, là, entre guillemets, je les ponce plus parce que bah, je les mets tous les jours. Ouais. Et j'y pense du coup, j'avais posé une question, mais je sais plus si tu y as répondu. Je crois pas. Justement, tes journées Ah oui, d'entraînement, ouais. tes journées, comment ça se passe? Parce que en hiver, du coup, tu t'entraînes quand même aussi dehors, donc ça doit pas être Ouais. la chose des plus simples. Non, non, c'est sûr. Après, typiquement, mes semaines, on va dire une semaine classique, j'ai envie de Ouais. dire, ou une semaine type. Ouais, c'est le mot que j'ai cherché, une semaine type. J'essaye de garder au moins une séance de bateau par jour. Ok. Parce que ça reste quand même mon sport principal. Tous les jours, du coup, ou t'as le week-end de repos entre guillemets? Bon, ça dépend les semaines. J'ai des semaines, généralement, ce qu'on fonctionne avec mon entraîneur, c'est on fonctionne par bloc. On a genre 2 semaines de développement où là, je vais m'entraîner vraiment, même le week-end, tous les jours. Et les semaines récup où bah, j'ai un jour off et puis je m'entraîne qu'une seule fois par jour. Ok. Et j'ai une semaine de dev. Après, ça dépend parce que l'hiver, par exemple, je vais faire plus de muscu, plus de foncier, parce que bah il n'y a pas de course l'hiver, donc du coup on est plus axé préparation physique, et l'été on va plus faire un travail technique, on va beaucoup plus monter sur l'eau, sur le bassin pour faire du travail technique. Mais en gros l'hiver je peux monter à 3 muscu genre puissance force dans la semaine. Cet hiver j'allais nager 2 fois par semaine les matins euh, à Nancy Thermal. Ok. Euh, de temps en temps, on va grimper. Je suis pas très, pour le coup, moi, je suis pas très fan d'escalade. Peut-être aussi parce que je suis pas forcément très Ouais. bon. Mais du coup, je suis pas super fan. Mais on allait grimper de temps en temps parce que ça change un peu. Ouais, sur du blog, du coup, Ouais, sur plus sur Nancy? du bloc, ouais. Ouais, je faisais du bloc. Après, j'essaye de garder 1 à 2 courses à pied par semaine Ok. parce que bah pour le foncier, c'est pas mal. J'ai des copains qui vont rouler pas mal aussi en vélo. Moi, pareil, c'est pas trop ma tasse de thé.
Mais puis après, ouais, l'hiver, on fait plus du travail d'aérobie où Ouais. bah, on va, on va faire des séances en intensité, où on va peut-être faire moins de slalom, mais on va se créer une caisse, on va se créer Ouais. un physique pour, en fait, pour pouvoir encaisser la saison, Ouais, parce du qu'en fait, cardio pour. les saisons sont longues, et puis même s'entraîner autant, bah, faut que ton corps il puisse bien réagir, quoi. Parce que bah, si tu fais une muscu et que t'es tellement courbaturé que tu peux plus bouger, au final, bah, t'as flingué ta semaine, quoi. Ouais. Et l'été, on fait plus du travail technique, donc je fais un peu moins de muscu, ou des muscus peut-être plus dynamiques, du style CrossFit ou des séances de muscu plus dynamiques où je vais moins soulever lourd. Je fais plus de bateaux aussi, où je vais faire plus de slalom du coup, comme j'ai dit, où je travaillais ma technique. Mais Il je, fait beau en plus. ouais, puis en plus il fait beau, donc c'est plus agréable. Mais je garde quand même les courses à pied, où je vais nager de temps en temps, où je garde quand même une muscu, peut-être puissance force, dans ma semaine ou dans mes 2 semaines de dev pour quand même garder ce côté muscu. Mais entre guillemets, ouais, j'ai un peu deux périodes où l'hiver, je vais prendre de la masse, où je vais bouffer à mort de l'aérobie, et Ouais. l'été où bah, comme c'est les courses, on est plus dans la finesse technique, des choses comme ça. Parce que du coup, t'as pas du tout de catégorie de points en Non, canoë-kayak. non, non, Et- il y a les catégories d'âge Ouais. et les divisions en fait. Et du coup, le poids, il influe sur quelque chose. Enfin, est-ce que c'est plus intéressant d'être lourd pour aller entre guillemets plus vite ou d'être plus léger, d'être peut-être plus maniable? Bah, Ça dépend des gens, je je pense. pense que le plus important, c'est avoir un bon rapport poids-puissance. Ouais. Tu vois, parce que t'es quand même dans le bateau, donc en fait, il faut que tu tractes Ouais. toi-même. Donc en fait, il faut avoir un bon rapport poids-puissance. Faut trouver le bon équilibre. Je sais que, à force de me connaître, je connais à peu près mon poids de course, mon poids idéal que j'aimerais avoir la saison. Et donc, du coup, tout ce travail-là de muscu, entre guillemets, c'est pour ça, en fait, pour trouver le bon équilibre du bon rapport poids-puissance. Après, il n'y a pas de. Il n'y a pas de, entre guillemets, de morphologie type. Ouais. Après, t'as des morphologies types qui se dégagent un peu, mais t'as toujours une exception qui te montre que, au final, même si t'es pas dans la morphologie idéale, j'ai envie de dire, d'être un peu plus élancé, d'avoir des longs bras en kayak, c'est super intéressant, c'est parce que tu peux aller chercher On va beaucoup plus chercher de loin. vent, avoir une grande allonge, etc. Mais t'as des mecs qui sont super forts et qui sont pas super grands. Mais enfin, tu vois, donc t'as toujours le côté où tant que toi tu te sens bien dans Ouais. ton bateau, chacun a un style de navigation différent. Il y a des gens qui naviguent plus posés, plus au milieu des portes. Il y a des gens qui naviguent très proche des piquets, à la limite de toucher en fait, et très en fréquence. Il y a des gens qui sont plus aériens dans leur coup de pagaie. Et en fait, chacun a son propre style, Ouais. chacun sa propre manière de naviguer. Et au final, bah, sur les meilleurs mondiaux, pardon, bah, au final, même chez les femmes, ouais, les meilleurs mondiales aussi, t'as autant d'athlètes que de styles de navigation Ouais. différentes et ils peuvent tous prétendre à la gagne, quoi. Donc c'est ça aussi qui est super intéressant, c'est que tu peux, c'est difficile, je dirais pas jusqu'à dire que tu peux développer ton propre style parce que bah il y a pas non plus 36 000 manières Mm. de pagayer, mais t'as pas une manière de faire qui est uniforme. Ok. Non, mais c'est hyper intéressant, je vois. Et ça, en fait, c'est un peu la même chose dans plusieurs sports, Ouais, hein. ouais. Même, je reprends l'exemple de l'escalade parce que c'est celui que je connais le mieux, mais t'en as qui sont plus techniques, t'en as qui sont plus Mm. passés en force. Et du coup, tu disais, t'as un poids de forme à peu près idéal pour avoir ton rapport poids-puissance. Est-ce que du coup, tu travailles quand même ton alimentation à côté pour ça, ou vu que t'as pas cet impératif d'avoir une barre de poids ou une catégorie de poids, c'est plus light, entre guillemets, tu sais à peu près ce qu'il faut que tu manges, mais... Bah, j'allais dire, je suis pas un régime particulier, par Ouais. exemple. Tu vois, je me force pas à manger ou je compte pas mes calories, par exemple, comme dans d'autres sports, justement, qui fonctionnent au poids, tu peux voir. Mais j'essaye de manger super varié, de pas faire trop d'écart non plus. Je me fais plaisir, hein, j'entends bien. Il y a forcément un moment donné où bon, tu vas faire un resto où tu as envie d'aller manger un bon burger avec les copains, d'aller boire une bière, un truc comme ça. Mais tu vois, j'essaye quand même de manger varié. Et de toute façon, j'ai toujours mangé varié, que ce soit en stage, chez mes parents, même Ouais. dans ma vie de tous les jours. Donc en fait, je m'impose pas un régime particulier, mais j'essaye quand même de faire attention à ce que je mange parce que bah, ça reste quand même super important, l'alimentation, Ouais. quoi.
Enfin, on est ce qu'on mange, entre guillemets, quoi. Oui, Donc, voilà, c'est ça. ok, bah, c'est hyper intéressant de voir tout ça et ce Ouais. parcours là-dessus. Euh, Peut-être juste avant qu'on passe à la partie d'après, parler un peu plus de ton métier, ce que tu fais en alternance, vu qu'on en a parlé au début et Ouais. on a dit qu'on en parlerait un peu plus en profondeur parce que c'est un métier qui est pas souvent connu ou que les gens comprennent pas trop data analyst ou la data science, entre guillemets. Est-ce que du coup tu peux nous détailler un peu plus ce que c'est et Ouais, ouais. ce que tu fais là-dedans? Bah alors du coup, bah déjà pour contextualiser un peu, je connaissais pas du tout l'informatique quand je suis arrivé dans mon école, mais j'ai tout de suite accroché. Et donc en fait, mon travail consiste à... Moi, je travaille à la direction de l'audit interne de la caisse d'épargne. Donc mon travail, c'est de s'assurer que bah, les gens qui travaillent à la caisse d'épargne, euh, j'ai pas envie de le dire comme ça, mais je sais pas trop dire, mais fassent bien leur travail, c'est-à-dire Ouais. respectent tous les aspects de la Ouais. réglementation, des règles les règles de la caisse d'épargne, que, euh, que les clients soient traités bien comme il faut, qu'il n'y ait pas, par exemple, je sais pas, un truc tout con, mais qu'ils soient pas surtarifés ou Ouais. sous-tarifés, ou, enfin voilà quoi. Donc c'est vraiment le but, c'est de faire s'appliquer entre guillemets les règles qui sont Ouais. présentes. Donc à tous les niveaux, hein, que ce soit pour les collaborateurs, comme je disais, ou pour les clients, des choses comme ça. Ouais. Et comme moi j'ai un profil plus data, bah ce que je fais c'est que j'assiste les auditeurs qui ont souvent un parcours plus entre guillemets financier. Après ça n'empêche que il y a une des chefs de projet qui a fait des études de statistiques, elle est data Ouais. scientist, il y a des managers qui ont fait, qui sont experts en système d'information, enfin il y a un peu de tout, mais le profil on va dire type c'est plus des gens qui viennent du monde, enfin qui ont fait des études typées économie, Ouais. finance, des choses comme ça. Et du coup moi ce que je fais c'est que je les assiste dans les audits en menant des analyses via les données que tu peux retrouver dans le système d'information de la caisse d'épargne. Parce que bah, dans le monde actuel, bah, tout est source de données, donc du Ouais. coup, il y a plein d'informations dans les bases de données. Et en fait, bah, du coup, mon travail, c'est de les récupérer, de récupérer les bonnes, de les traiter, de les analyser et de pouvoir en fait dire, enfin faire des constats derrière, de dire, bah voilà, on se rend compte que bah là, ça respecte pas vraiment le point, donc faites attention à ça. Et donc en fait, mon travail, c'est ça, c'est d'aider les auditeurs dans leurs analyses, soit en leur fournissant des données brutes et c'est eux qui les analysent, soit en récupérant moi les données, en les analysant et en leur disant, bah là, j'ai constaté ça en fait. Ok. Donc c'est ça tout l'aspect de mon travail. Et du coup, c'est quelque chose que, enfin, tu aimes ou que tu veux continuer par la suite, justement après ton master, ou tu veux t'orienter vers un autre profil ou un autre typologie de métier, toujours dans la data? Ouais, bah, je sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas, je sais que j'aime beaucoup travailler en fait dans la data. Et c'est vraiment un aspect que je veux garder tout au long de... Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, hein, je sais pas, peut-être dans 20 ans, j'aurai peut-être des prétentions peut-être plus managériales ou je sais pas, mais en tout cas, à l'heure actuelle, je sais que je veux rester dans la data. Et au final, en fait, l'avantage de ça, c'est que comme il y a de la data partout, tu peux dans n'importe quel domaine, que ce soit bancaire, que ce soit sportif, Ouais. que ce soit, je sais pas, administratif par exemple, tu pourras toujours en fait avoir ça. Et donc c'est ça que je trouve ça assez incroyable avec la data, c'est que tu fais jamais la même chose, tu t'ennuies jamais quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que enfin, les informations, il y en a partout. Après, ce que tu disais, c'est toujours le problème, c'est de garder les bonnes Ouais, pour voilà. pouvoir tirer les bonnes conclusions. Mais encore en plus dans le sport, c'est quelque chose qui est hyper important, surtout pour la performance. Ouais, bah ça se Savoir. démocratise de plus en plus, hein. Quand tu regardes, il y a des sports qui sont entièrement basés sur ça, type la Formule 1 par exemple. Ouais. Tout est data. Moi, je connais ça parce que je suis très fan de Formule 1, Ok. mais tu vois, il y a des sports. En kayak, c'est un peu moins vrai, même si tu t'as toujours ton suivi de séance où tu vois la Ouais. vitesse, etc. Tu as des données plus classiques, entre guillemets. Même les gens qui courent, qui suivent leur vitesse, typiquement, ça, tu peux en tirer des données, des choses Ouais. comme ça. Mais je sais qu'en tout cas, la Formule 1, c'est super poussé parce que bah, déjà, il y a beaucoup plus d'argent. Ouais. Et puis, tu as tout l'aspect Mécanique mécanique, aussi, ouais. technique et toutes les stratégies qui sont possibles d'imaginer. Où bah, là, c'est des simulations de stratégies qui sont faites en boucle et tout ça grâce à la data. Donc pour le coup, ouais, la data, c'est immense et il y a plein de choses à faire et plein de choses à découvrir. Peut-être allier les deux, du coup, à faire de la data dans le Ouais, sport. j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup réussir à trouver un truc comme ça parce que bah, comme ça,
comme j'ai le pied dans les deux, bah forcément, Ouais. Mais, euh, mais, mais oui, en tout cas, pas forcément dans le sport, mais c'est une possibilité. Et pour le coup, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, ouais. Et du coup, question inverse, est-ce que ce parcours dans la data, il te permet de t'améliorer dans le kayak justement ou de filtrer les bonnes informations pour améliorer certains points ou pas du tout? Non, pour le coup, je me sers pas trop dans le sens là, mais je me sers plus, entre guillemets, du sport dans le... Enfin, en tout cas, le sport m'apporte beaucoup dans ma vie professionnelle. Typiquement, je sais pas, un truc tout bête, hein, mais j'ai fait tellement de courses où j'ai ressenti la pression que sur des examens, bah, je suis plutôt Ouais. tranquille, alors que je connais des amis qui arrivent à perdre leurs moyens Mm. ou qui sont super stressés en période d'examen. Et moi, enfin, le sport, en tout cas, ça m'a permis, enfin, c'est un exemple, hein, mais des choses comme, enfin, d'être plutôt relaxé. Relax là-dessus, ouais. Je dis pas que je ressens rien du tout, hein, Ouais. mais de relativiser un peu plus, Non, mais d'y aller un peu plus c'est tranquille, quoi. c'est une échelle, quoi. Du coup, vu que tu t'exposes à des sources de pression qui sont plus élevées que la Oui, voilà, normale, c'est un entre peu ça. guillemets, t'augmentes ton curseur Mm. et là où quelqu'un qui fait un examen, il est à 95% sous pression, toi, t'es peut-être à 10-15% Ouais, parce voilà, que... c'est un peu ça, où ça m'a appris aussi une certaine rigueur. Parce que bah, le sport, surtout à ce niveau, entre guillemets, c'est beaucoup de répétitions, Ouais. faut beaucoup de rigueur d'entraînement, parce que bah, on kiffe pas toutes les Ouais. séances, on prend pas du plaisir sur toutes les séances, mais elles sont toutes utiles et il y a toujours un but derrière la séance, donc même si on n'aime pas, bah, on serre un peu les dents, on y va, quoi. Et, et voilà, donc ça m'a appris aussi une certaine rigueur que je peux retrouver bah, au travail où bah, voilà, tu as une rigueur de travail, des choses comme ça. Et justement, comment tu fais, dernière question pour cette partie, mais c'est hyper intéressant, comment tu fais pour bah, les séances que t'aimes, que ça soit dans le travail ou dans le sport, du coup, mais là c'était plus axé sportif, les séances que t'aimes pas, où tu sais que par exemple pendant 2 heures tu vas bouffer un mouvement technique que tu vas faire en boucle pour travailler et tout, Hum. que t'aimes pas du tout cette séance, comment tu fais pour y aller, quand même la faire, réussir à enfin, travailler cette séance de la meilleure manière possible? Est-ce que c'est parce que ton objectif derrière est beaucoup plus grand? Est-ce que c'est parce que tu as une vision ou c'est juste la Ouais. discipline de dire bah faut que je le fasse donc je le Il y a fais? un peu de tout, je pense qu'il y a beaucoup de rigueur, parce que, bah voilà, mais entre guillemets, la carotte qui fait avancer, c'est toujours l'objectif. Tu, tu sais ce que tu veux, tu sais qu'il faut passer par là et que bah il n'y a pas 36 000 solutions. Comme tu disais, par exemple, si tu veux travailler un mouvement, bah tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes. Si tu veux prendre en caisse, en aérobie, bah forcément, t'es obligé d'y aller, quoi. Donc typiquement, c'est pas, je dis pas, hein, j'y vais pas tous les jours super content, parce que forcément, bah, entre guillemets, tu traînes un peu plus du pied quand c'est une séance que tu kiffes pas trop, mais d'un autre côté, tout le monde est passé par là, t'es obligé parce que bah, malheureusement, enfin, il n'y a pas encore de technique qui existe pour être bon tout de suite, donc forcément, il n'y a pas le choix. Mais ouais, je pense que le fait que bah, l'objectif est plus grand derrière, Ça aide du coup. bah, ça aide beaucoup. Et souvent, c'est là que tu différencies bah, les gens avec les objectifs et les gens qui en ont pas. Les Ouais. gens qui en ont pas, bah, ils vont faire que les séances qui leur plaisent. Après, bah, comme ils n'ont pas d'objectif, ça leur suffit largement, entre guillemets, et ils s'amusent parfaitement sur l'eau. Par exemple, en kayak, si je prends l'exemple du kayak, ils profitent sur l'eau, ils passent de bons moments, mais dès que tu veux arriver à un objectif, bah, tu as forcément des phases où bah, t'as pas le choix, tu es obligé Ouais. de faire des trucs qui te plaisent un peu moins. Mais entre guillemets, tu relativises parce que le jour où tu atteins ton objectif, enfin, rien que du fait de s'en rapprocher, c'est déjà un Ouais. exploit parce que bah, peut-être que je serai jamais champion du monde, mais pour autant, c'est pas pour ça que tout ce que j'ai fait n'aura pas servi. Pas Ouais. parce que rien que de me voir progresser, c'est déjà la satisfaction en soi. Je vois, non, mais c'est hyper intéressant. Moi, je sais que les séances comme ça, typiquement, parce que vu que j'ai commencé la course à pied pour faire un marathon, on en a parlé un peu Ouais. avant, bah, je suis mon programme et des fois, il y a des séances, mais en plus, des fois, c'est les séances les plus faciles. Tu vois, typiquement, 40 minutes d'endurance fondamentale, il n'y a rien de Ouais. difficile. Bon, s'il pleut ou qu'il fait gris, ça fait un peu chier, tu vois, mais t'as pas envie d'y aller, tu le fais quand même. Et maintenant, plus je le fais et plus j'ai de la satisfaction Ah d'aller oui. faire les séances que t'aimes pas. Et quand t'as fini de les faire, je trouve que c'est les séances où t'es le plus content de les avoir fait, tu vois, d'avoir réussi
Ouais, 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 oui. Ouais, à sortir ta zone de confort, à te forcer. Et j'ai l'impression que c'est celles sur lesquelles on progresse le plus, tu vois. Ouais, ouais, Donc, non, mais ouais, il y a vraiment de ça, ouais. Puis même de se dire que au moins elle est passée aussi, entre guillemets. De se non, dire qu'au moins elle est finie et que voilà. c'est ça, plus tôt on l'a fait, plus tôt elle est finie. Ouais. Non, du coup, on va passer à l'autre partie de l'épisode, pardon. Donc, l'interview inversée. J'ai du mal aujourd'hui. Mais avant, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça permet du coup de donner de la visibilité aux invités et au podcast en même temps. Et vous pouvez aussi suivre le compte Instagram de crisis.podcast pour avoir toutes les infos. Et il y aura aussi toutes les coordonnées de Thomas si jamais vous voulez le suivre dans la description. Du coup, l'interview inversée, je sais pas si tu as déjà écouté quelques épisodes ou si tu sais ce que c'est, mais j'ai écrit des réponses du coup que je vais te donner et toi, le but, ça va être que tu me donnes la question à laquelle tu aurais répondu cette réponse. Ok. Je sais pas si c'est bien Ouais, clair. ouais, si c'est bon, C'est- ça fait une gymnastique mentale un peu au début. Donc j'ai 5 questions, je crois. En général, c'est toujours les mêmes. Il y en a juste une là qui a changé exceptionnellement. On verra par la suite pourquoi. Mais voilà. Donc la première, c'est je le fais tous les jours. Je le fais tous les jours. Bah, le premier truc, c'est. Donc là, il faut que tu répondes Ouais, à la ouais. question enfin que tu donnes la question à laquelle tu aurais Je le fais tous répondu. les Ça. jours. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs que je fais tous les jours, mais typiquement, ça serait plus. Est-ce que. Est-ce que tu penses à ton objectif de d'être un jour champion du Ok. monde? Et ça, typiquement, je le fais tous les jours. Chaque fois que Ouais. je m'entraîne, je l'ai toujours dans un coin de ma tête, par exemple. C'est hyper intéressant comme réponse. Et je pense que certains auditeurs vont le dire à chaque fois. Je dis que la réponse est intéressante, mais en fait, il n'y a pas de mauvaise Ouais, réponse à voilà. cette question parce que c'est personnel en fonction des gens, tu vois. Mais Et je pense que après il y a beaucoup de monde, mais en tout cas moi je sais que mon objectif j'y pense tous les jours parce que c'est ce qui me fait me lever le matin, c'est ce ouais. qui fait aller m'entraîner, c'est ce qui pas qui dicte ma vie non plus, mais en tout cas c'est une bonne ligne directrice de ma vie de penser à mon objectif quoi. Je vois, c'est pour ça que j'aime bien ces questions parce que du coup, comme je disais, il n'y a pas de mauvaise réponse, Ouais. mais ça permet de mieux comprendre comment la personne elle réfléchit justement, où elle pense et qu'est-ce qui fait qu'elle elle continue d'avancer typiquement dans ton cas. L'autre question d'habitude, enfin la deuxième réponse en général, c'est mon plus grand rêve, mais exceptionnellement du coup on va la passer parce que c'est la question de l'invité précédent. Donc pour toi, exceptionnellement, tu auras cette réponse qui est ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Ouais. Assez difficile, mais hum, je dirais bon ça fait un peu j'allais dire ça fait un peu too much, mais est-ce que, on n'en a pas trop parlé, mais est-ce que rencontrer ma conjointe actuellement, parce qu'on n'est pas que ça, mais est-ce que rencontrer ma conjointe, ça a changé des choses? Et clairement, ça a changé ma vie parce que elle est toujours là pour moi, elle m'a toujours soutenu. Et typiquement, je pense que elle a été là dans les moments de joie comme dans les moments difficiles. Et je pense que si elle n'avait pas été là, j'aurais pas fait pas mal de trucs, en tout Ok. cas même en termes sportifs. Et typiquement, ça a changé ma vie de la rencontrer et tout ce qui a suivi derrière, quoi. Du coup, ça rejoint ce que tu disais au début Ouais, avec ouais, l'importance de l'entourage l'entourage est et super important et clairement, ça a changé ma vie de la rencontrer et d'avoir vécu bah, tout ce qu'on a parce que vécu. du coup, elle faisait déjà partie de cet entourage avec Au moment là, ouais. ton début. Ouais, Donc, en 2019, elle était déjà là et, et ça a été, enfin, au même titre que tous les gens que j'ai cités précédemment, ça a été un de mes piliers, surtout dans les moments là, quoi. c'est, c'est, enfin, je trouve ça très intéressant comme réponse justement, et c'est un peu, je sais plus qui a dit ça un coup, mais dans un podcast, je me demande si ça doit pas être Manuel Diaz, qui est un entrepreneur sur Paris, qui a fondé Influx, donc une agence de talent, et il avait dit un truc dans le style justement, ça rejoint un peu tes deux premières réponses, que on peut pas aller quelque part sans vision et sans réels objectifs. Et en même temps, on peut pas faire grand-chose sans amour, entre guillemets, que ça Ouais, soit l'amour de l'entourage amical, ouais. social ou d'une relation. Et du coup, c'est hyper intéressant que
ça soit tes réponses aussi, justement. La troisième question par rapport à ce jeu, entre guillemets, c'est mon plus grand regret. En général, c'est celle sur laquelle les invités bloquent le plus. Je me demande si je vais peut-être pas la changer à terme. Ouais, Mais c'est difficile, effectivement, comme question. Mon- c'est mon plus grand regret. Euh, je pense que jusque-là, ça doit être la seule où j'ai eu une réponse unanime et à 80% la même question à chaque fois, entre tous les invités à qui j'ai fait ce mini-jeu. Mais c'est difficile. J'ai mon plus grand regret à l'heure actuelle. Après, j'allais dire, j'ai 23 ans, je sais pas ouais. si ça sera mon plus grand regret, mais euh, je sais pas trop comment tourner ça comme question, mais la question où ça serait mon plus grand regret, ça serait plutôt, est-ce que, est-ce que t'as jamais eu l'idée de faire plus? Enfin, je sais pas comment tourner ça comme question, mais Ouais. par exemple, ce serait plutôt, Dans le sport, tu ouais, parles ouais, du est-ce que coup? tu regrettes de ne pas avoir fait plus? En Ouais. 2019, par exemple, je me suis beaucoup posé cette question de, Plus d'entraînement, ouais, plus de travail. est-ce qu'en faisant plus, ça aurait changé quelque Ouais. chose? Et peut-être enfin, peut-être sur si, en tout cas en termes de sport, mon plus grand regret, ça serait ça. Est-ce que j'aurais pu faire plus en 2019 ou pour, après, enfin, Ouais. avec des si, on refait le monde, On refait le monde. mais voilà, est-ce que en 2019, j'aurais pu faire plus pour essayer enfin, pour décrocher ma place en Ouais. équipe de France? Et là, peut-être que là, ouais, c'est mon plus grand regret. Ok. Mais du coup, comme à Mais chaque voilà, fois, on peut pas savoir, on mais saura jamais. Bah, j'aime beaucoup cette réponse parce que ça doit être l'une des premières qui est totalement différente des autres, justement. À chaque fois, les gens ils me disent en vrai, c'est difficile. Et la réponse qui revient le plus souvent, et moi, c'est celle que je partage, entre guillemets, c'est qu'il n'y a aucun regret à avoir sur le parcours parce que s'il y a des regrets, c'est que tu aurais voulu faire quelque chose autrement, donc tu serais pas la personne que tu es aujourd'hui, tu vois. ouais, Mais cette vision de se demander. En fait, je la trouve intéressante parce que au-delà de l'utiliser comme regret, c'est plus une question qu'on peut se poser maintenant en mode est-ce qu'aujourd'hui je peux faire plus pour atteindre oui, ce que je voilà. veux? Mais ouais, après, c'est sûr que je rejoins assez la question sur le fait qu'il faut pas avoir de regrets parce que même là, je me dis est-ce que j'aurais pu faire plus, mais au final, on sait pas. Et sur le moment, j'ai fait tout ce que je pouvais avec les cartes que j'avais en main. Mais c'est peut-être une des questions que j'aurais pu me poser et j'ai dû me poser parce que bah, je m'en suis posé plein après cet événement. Mais ouais, peut-être, ouais, je pense que c'est une bonne question où Mm. j'aurais pu répondre ça. J'aime beaucoup le fait que tu dises justement que tu as fait tout ce que tu pouvais avec les cartes que tu avais en main, justement. Parce que, enfin, que ça soit pour la vie perso, pour les parcours un peu plus entrepreneurial que j'ai ou les sportifs, tu vois. J'ai entendu ça il y a quelques semaines, justement, où tout le monde compare la vie à un jeu d'échecs, tu sais, Ouais, où il faut que tu réfléchisses la chose et quel mouvement tu veux faire. Alors qu'en fait, c'est partir sur une fausse idée de base parce que le jeu d'échecs, tu as déjà toutes les informations sur le plateau, tu vois. Et en fait, la vie, c'est plus un jeu de poker dans le sens où tu as tes cartes, tu as celles qui sont déjà retournées, mais tu sais ouais, pas ce qui va arriver par la suite. Et du coup, il faut que tu fasses la meilleure des choix en fonction des infos que tu as. ouais, Mais tu as toujours le part de hasard qui fait que ça se trouve, il y a une carte qui va se retourner, qui va chambouler tout le ouais. jeu, tu vois. Donc, très bien comme réponse. Avant-dernière réponse, du coup, à laquelle il faut que tu répondes par une question. J'aurais aimé qu'on me pose cette question 5 ans en arrière. Ouais, ça aussi, c'est pas mal. Ouais, Elles sont dures, ces c'est réponses. une partie un peu plus Ouais, ouais. introspection, pardon, j'ai du mal aujourd'hui. Mais ouais, c'est des réponses qui poussent un peu à réfléchir, mais justement, je les aime bien parce que du coup, elles font ressortir vraiment la personne, Ouais, ouais. entre guillemets, à travers Euh, ces réponses. je dirais. euh, je suis en train de réfléchir à une question que j'aurais aimé qu'on me pose, mais Parce que ouais, après, faut toujours se demander un peu où est-ce qu'on était il y a 5 ans. Donc, ouais, bah, il y a 5 ans, il y a c'était en 5 ans, il y a 2019. ouais, à 5 ans, c'était en 5 ans, c'était en 2019. Donc, 2019. il peut avoir cette question, est-ce que tu pourrais faire plus typiquement? Ouais, non, non, Mais là, je pense pas que. Je pense qu'il y a 5 ans, j'aurais pas eu envie pour le coup d'entendre cette question parce que ça a été un sujet, je pense, ça aurait été sujet sensible d'entendre cette question il y a 5 ans. Mais plus.
Ah ouais, putain, je cale sur cette question, c'est difficile. Qu'est-ce que j'aurais aimé entendre comme question il y a 5 ans? Je dirais... euh, ouais, C'est des ouais, questions sur lesquelles il faut réfléchir. Elles sont difficiles. J'aime bien l'épisode qui est sorti justement là, cette semaine. J'ai trouvé hyper intéressant parce que je l'ai fait avec un ami qui est créateur de contenu et vidéaste à côté. Et lui, il aime bien ce genre de questions, il en pose tout le temps. ouais, Et du coup, c'était un peu le jeu où là, c'est moi qui lui posais ouais, ces questions et c'est lui qui calait sur les réponses, même si sur certaines questions de ce style, du coup, il m'a beaucoup aidé ou inspiré ouais. à les trouver. Mais Mais ouais, moi, j'allais dire, je pense qu'il y a 5 ans, j'aurais bien aimé qu'on me demande un truc du style, est-ce que, tu peux, comme ça, il y a 5 ans, c'était en 2019, un truc tout con, mais j'aurais bien aimé qu'on me demande, par exemple, au départ de ma dernière manche, est-ce que ça va, est-ce que t'es prêt, ouais, des choses comme ça, mais ça reste très terre à terre. ouais, Mais en fait, dans ces moments-là, un simple truc ouais. comme ça de dire, Plus toi vraiment ouais, que. où j'aurais pu répondre un truc, non, ça va pas, j'ai des doutes, ou Ouais, non, je sens que l'enjeu est en train de prendre le dessus. Bon, après, c'est pareil, on sait pas ce que ça aurait ouais. changé, mais un truc comme ça aurait pu peut-être changer quelque chose. Mais je sais pas si c'est une réponse convaincante, mais en tout cas, j'aurais bien aimé Ça me va très bien. en C'est 2019 ou alors, je sais pas, là, j'ai une question qui me vient en tête que là, je viens d'y penser maintenant en parlant de ça, mais après ma médaille de vice-champion de France, première question de mon entraîneur, c'est est-ce que tu réalises que, est-ce que tu réalises que au final, bah, tout le travail, il a payé parce que bah, j'ai réussi à aller chercher cette médaille tu vois, cette question, bon, on me l'a posée pour le coup, ouais. mais cette question, il y a 5 ans, elle était là au bon moment. Mais ouais, est-ce que tu es prêt? Est-ce que Ouais. tu te sens bien avant le départ de ma dernière course? Ça, j'aurais bien aimé. C'est souvent ça avec les questions, c'est une question, enfin c'est comme avec les livres ou plein d'autres trucs, c'est que ça a beau être des remèdes ou des très bons remèdes, faut qu'ils arrivent au bon moment parce que en fonction du timing, ça peut être bah, typiquement la question que tu disais Ouais, en 2019, c'était peut-être pas le bon moment de la poser, mais j'aime beaucoup cette réponse et ça fait un rebond avec le premier épisode justement où c'était Christine Urbès qui disait une question qu'on pose pas assez aux entrepreneurs, parce qu'elle a un profil entrepreneurial, c'est comment ça va vraiment, enfin toi ouais, vraiment au-delà du projet ouais, ouais. entrepreneurial et tout. Et moi c'est une question que j'hésitais à poser au début, comment ça va vraiment. Et c'est pour ça que maintenant je le fais de plus en plus ou sur presque tous les épisodes en question d'intro. Bon c'est un peu difficile en général de Ouais, répondre comme première réponse, mais du coup le but c'est vraiment d'aller chercher plus qu'un simple oui ça va et toi tu vois. ouais. Donc j'aime beaucoup aussi cette réponse. Dernière réponse, enfin question sur ce mini-jeu. Après, je t'embête plus avec des questions difficiles, quoique il y a peut-être celle de l'invité mystère, mais c'est la chose dont je suis le plus fier. Ça va peut-être être un peu plus rapide que les autres. Euh, je sais ce que je veux dire, mais il faut que je tourne en question. Mais Après, sinon tu peux dire la chose sans non, forcément mais l'attendre en question, j'essaie mais de la formuler pour essayer de bien jouer. Mais ça serait toujours l'esprit compétitif. qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait de pas avoir abandonné, je pense. Mais dans tout le temps, parce qu'il y a toujours des moments Ouais. Peu importe le domaine, du où il y a coup. des doutes et d'avoir jamais baissé les bras. Je pense que qu'est-ce que ça fait de pas avoir abandonné, d'avoir jamais baissé les bras et je pense que c'est la chose dont je suis le plus fier parce que je pense que c'est une chose difficile parce que bah il y a plein de raisons Ouais. d'abandonner et surtout en cas de coup dur mais parce que bah, la vie change très vite Ouais. et qu'est-ce que ça fait de pas avoir abandonné. Ouais, je Encore pense que plus aujourd'hui avec enfin, l'influx d'informations, on a l'impression qu'il y a toujours un truc plus simple et plus ouais rapide à voilà côté. mais ouais mais ça aurait pu se poser, par exemple, bah, on parle souvent de cet événement, mais genre en 2019, Ouais. après l'échec des sélections, ou quand je me suis blessé et que bah, j'ai mis un peu de temps à revenir. Mais ouais,
je pense que c'est une bonne, je pense que c'est une bonne question à la réponse. Merci beaucoup. Donc, on va passer sur la partie des questions de fin. Normalement, les questions sont moins complexes, à part la question de l'invité, qui est en deux parties du coup. Elle m'a précisé de bien poser la question en deux parties. Donc, la première, c'est quel est ton plus grand rêve? Et l'invité précédent, c'était Laura Voyage, du coup. Donc, une femme qui est entrepreneur à son compte maintenant, travel planner, et qui a fait toute l'Amérique latine, pardon, en voyage seule sur un peu plus d'un an. J'ai plus Ouais. la durée exacte, mais Des plus grands rêves, j'allais dire, j'en ai plein, mais si je me concentre en tout cas sur l'aspect sportif, mon plus grand rêve, je dirais que c'est d'être champion olympique. Parce que, parce qu'en fait, ça t'apporte un rayonnement, un ouais. statut, même si ça reste que mon point de vue, mais je pense qu'être champion du monde est plus dur que Ouais. d'être champion olympique, mais je vais expliquer mon propos. Mais j'ai Parce l'impression que que beaucoup en de... slalom, il n'y a que une personne par nation qui va aux Jeux Olympiques. Ok. Donc, en fait, le jour de la course, il y a beaucoup moins Ouais. de densité, même si, du coup, les gens qui y vont, c'est l'élite de chaque pays. Ouais. Mais le jour J, il y a beaucoup moins de bateaux que sur des championnats du monde où tu peux avoir 3 bateaux par nation. Ouais. Du coup, je pense que sportivement, c'est plus dur d'être champion du monde. Mais par contre, niveau renommée, Ouais. image, etc., être champion olympique, En fait, c'est pas tout à fait la ça n'a même. pas de prix. Et c'est pour ça que mon rêve, c'est d'être champion olympique, parce qu'en fait, c'est un peu le Graal du Ouais. sport. Mais, euh, mais je pense quand même, enfin après, ça reste mon point de vue, peut-être que des gens ne seront pas d'accord, Ouais. mais en tout cas, mon point de vue, c'est que d'être champion du monde, sportivement, c'est plus. Gratifiant, Ouais, parce qu'en fait, enfin sportivement, parce ouais. qu'il y a plus de monde L'enjeu. à battre. Mais après, les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Ouais. C'est un bateau par nation. Donc ça veut dire que l'année qu'il faut, tu as été prêt, tu as été le meilleur Ouais, de il y a ta quand même nation. beaucoup Donc de... en fait, enfin, c'est super dur d'être champion olympique et d'être champion du Ouais. monde. Mais pour moi, le jour J, c'est plus dur d'être champion du monde parce qu'il y a plus de densité. Et typiquement, en kayak, par exemple, les Tchèques sont super forts. Et bah, c'est pas déconnant qu'il y ait 3 Tchèques en finale des championnats du monde. Ok. Alors que bah, au jeu, il n'y en aurait qu'un parce que. Ouais. Donc c'est pour ça. Mais ouais, je pense être champion olympique, c'est. En fait, Ouais. je pense que c'est une difficulté différente, entre guillemets, dans le sens où les championnats du monde, c'est une pression où tu as tout Ouais, le jour J, ouais. alors que les JO, c'est plus étalé parce que tu as la sélection et Ouais, après tu ouais. as la compétition. Mais Mais ça, ouais. je vois. Mais il y a pas mal Niveau. de sportifs qui disent ça aussi Ouais. dans d'autres disciplines. Donc, Mais ça, ouais, ça, c'est mon rêve. Ça, c'est mon rêve niveau sportif. Après, j'allais dire mon rêve de ma vie privée ou hors sport. Mon rêve, c'est. J'allais dire. Pareil, c'est un peu bateau, mais d'être heureux dans ma vie, avoir une famille, un travail, ça, c'est le rêve ultime, mais je pense pour beaucoup de monde. Mais ouais, en tout cas, sportif, ouais, c'est d'être champion olympique. et du coup, sur l'aspect champion olympique, si tu deviens champion olympique, est-ce que tu vas faire comme tous ces sportifs, faire les anneaux en tatouage quelque part ou... Je sais pas. Je sais pas. Bon, après, il y a. Même en n'étant pas champion olympique, je pense que tu peux faire les anneaux. Je sais pas, parce que je suis pas très tatouage, donc je sais pas si je me le ferai. Mais, mais ouais, je me suis jamais posé la question, parce que pour l'instant, j'en suis encore bien loin des Jeux Olympiques. Mais, mais peut-être un jour. Mais Qui bon, sait? on espère ça. Et justement, la deuxième partie de sa question de Laura, c'était qu'attends-tu pour le réaliser du coup? Mais on en a déjà parlé un peu tout le long de Ouais, l'épisode, donc c'est bah, j'attends. que ça soit celui en perso ou celui sportif. Bah alors, pour le perso, je pense que qu'est-ce que j'attends? Bah, j'attends de grandir un peu. Ouais. Parce que bon, j'allais dire là, je vais pouvoir. J'ai fini mes études, donc je vais trouver un métier. Donc je vais trouver je vais essayer de trouver le métier qui me permettra d'arriver au plus vite au métier de mes rêves où je m'épanouirai le plus. Et dans ma vie privée, de avoir une famille, des choses comme ça, bah, j'allais dire c'est en cours, parce que je me suis paxé il y a pas longtemps. Félicitations du coup. Ouais. Donc c'est ça, là-dessus c'est en cours. Et sinon au niveau plus sportif, sur mon rêve d'être champion olympique, bah, c'est beaucoup de travail, mais
je me dis que en fait, je le réalise un peu chaque jour en, en m'entraînant, en me donnant les moyens d'y arriver. En faisant les séances que t'aimes pas. Ouais, typiquement en faisant les séances que j'aime pas. Donc ça prend beaucoup de temps, mais comme je pense, comme tous les rêves, ça prend beaucoup de temps. Mais je pense qu'on peut être un peu, entre guillemets, acteur chaque jour pour se rapprocher un peu plus. Ou en tout cas, c'est ce que je me dis en me levant tous les matins, en allant ramer tous les jours, en faisant les séances que j'aime pas. Tout ça, quoi. Super, très, très bonne réponse. Et du coup, comme à chaque fois, tu écriras la question à la fin de Ouais. l'épisode pour pas que les gens qui nous écoutent la connaissent à l'avance. Le- les questions d'après, du coup, normalement, sont plus simples. La première, c'est si tu pouvais dîner avec une personnalité connue, ce serait qui? Et pourquoi, du coup? Euh, si je pouvais dîner avec une personnalité connue, je pense. Après, quand je dis personnalité, ça peut être toute échelle, entre guillemets, de Oui, célébrité, tu oui. vois, mais Je pense que. Je pense qu'en étant très fan de Formule 1, comme j'ai dit, je pense que j'aimerais bien dîner avec Lewis Hamilton. ok. Parce que. euh, Puisque pour moi, je le considère comme le meilleur pilote de l'histoire. Et il a tout gagné. Il est 7 fois champion du monde. Donc je pense que. Mais il a connu de grosses, grosses défaites. Ouais. Et juste, j'aimerais plus, en fait, savoir comment il a fait pour surpasser ça, comment il a fait pour tenir autant de temps, parce que bah, il les a pas gagnés les 7 d'un coup, ça a été super long. Je crois qu'il pilote depuis 2006 ou 2007, et là il est encore pilote, donc cette longévité, comment il la gère, comment il a fait dans ses moments de doute, comment il a fait dans ses moments de gloire, en fait, c'est... Mais j'allais dire, il y a tellement de sportifs qui ont vécu ça et à qui je demanderais, mais là, je pense que si je devais en choisir qu'un seul, J'avais pas Ça précisé serait ça. Lewis Hamilton. J'avais pas précisé, du coup, là, la question ne sous-entendait pas, mais ça peut être n'importe qui, Ouais, même ouais, si elles sont mortes, oui, entre oui. guillemets, tu Non, vois. mais je pense, Mais ouais, je pense que Lewis Hamilton, euh, ça serait la personne que je choisirais. très bonne réponse pour tous ceux qui aiment la Formule. Je crois que l'invité, enfin, pas précédent, mais l'épisode avec Nico, il me semble que lui, il avait triché, il avait dit 3 personnes. Mais Lewis Hamilton, c'est très bien. Est-ce que du coup, il y a une citation ou une phrase qui t'inspire, que ce soit dans la vie de tous les jours ou pour le sport, une sorte de slogan qui te permet de soit te lever tous les jours, soit Ouais. d'avancer? Il y a une phrase, je pense que je garderai toute ma vie dans ma tête. C'est même pas une phrase connue, je pense, mais un ancien entraîneur qui était CTR, donc conseiller technique régional, ici en Lorraine à Ok. l'époque, qui s'appelle Jean-Pierre Latimier. Et en fait, il n'arrêtait pas de répéter que avant d'être champion du monde, faut être champion de son quartier. Et je sais pas pourquoi cette phrase m'a tant marqué, mais je pense que ouais, je le considère comme une citation parce que il nous l'a dit peut-être comme ça, peut-être que ça l'a même pas tant marqué que ça lui, mais en tout cas, on en parle encore avec les gens avec qui j'ai grandi à travers le kayak. Et typiquement, ouais, il faut être champion de son quartier avant d'être champion du monde. Je pense que si c'est pas une citation, bah, j'aimerais que ça le devienne. Du coup, est-ce que toi, tu l'es champion de ton quartier? Et j'ai plusieurs titres de champion Grand Est, si je considère que le Grand Est, C'est ton quartier. c'est mon quartier. Mais oui, parce que c'est, on va dire, c'est comme j'ai plus accès aux courses départementales, parce que c'est reste pour les jeunes, entre guillemets, les courses euh, les, les plus, j'ai pas envie de dire bas niveau, parce qu'au final, dans les courses régionales, t'as des nationales 1, des nationales 2, des nationales 3, donc c'est pas bas niveau, Ouais. mais entre guillemets, c'est les courses les plus bas géographiquement. Ouais. Donc ça s'apparenterait plus à être champion de mon quartier. Et dans ce cas-là, oui, je l'ai été plusieurs fois, mais pas cette année. J'ai pas gagné cette année. En plus, c'était à Nancy, c'était chez moi. Et je me suis fait détrôner par un de mes, par un copain à moi avec qui je m'entraîne souvent. Mais l'année dernière, je l'avais battu chez lui à Épinal, donc c'est une bonne guerre. Donc c'est une bonne guerre. On va enchaîner. Il reste quelques petites questions. C'est bientôt la fin. Ne vous inquiétez pas. Et toi non plus. Quel est le conseil que tu aurais aimé avoir que tu n'as jamais eu du coup? Là, on en a déjà dit beaucoup tout le Ouais, long de l'épisode. je pense que le conseil que j'aurais aimé avoir que j'ai jamais eu, c'est
J'en ai pensé un, mais en fait, on me l'a déjà dit. Attention la main avec Ah, le micro, ouais. pas de souci. Celui-là, on me l'a déjà dit, mais j'aurais aimé. Ah, Enfin, t'aurais peut-être aimé qu'on te le dise plus tôt, typiquement, donc ça peut. ouais, je pense, surtout quand on est jeune, c'est difficile, mais je pense que ce qu'on j'aurais aimé qu'on me dise, c'est de mieux accueillir l'échec ou la défaite. Dans le sens où, comme on l'a dit un peu, ça permet de grandir, et surtout quand on est jeune, c'est difficile de se dire ça, bah, parce qu'on veut toujours faire mieux, on veut toujours gagner, on veut toujours être le meilleur. Et je pense que c'est une bonne école, entre guillemets. Et je pense que j'aurais aimé qu'on me le dise, ou on me l'a dit, mais j'aurais aimé qu'on me le fasse plus rentrer dans le Ouais. crâne, entre guillemets, mais que ce soit sportivement ou que ce soit dans la vie professionnelle. Je pense que bah, comme tu as interviewé des entrepreneurs, je pense qu'il y a des entrepreneurs qui ont beaucoup appris sur des échecs. Et je pense que dans la vie de tous les jours, de mieux accueillir en tout cas l'échec, que c'est pas une fin en soi, l'échec. Moi, c'est pour ça que j'avais appelé ce podcast comme ça, justement, Crisis, parce que l'objectif, c'était justement parler aussi un peu plus des échecs, pardon, parce que je pense que c'est là où on apprend le plus de choses et où on a le plus de choses à en tirer, que ce soit la personne elle-même ou celle qui écoute. Parce que c'est bien de se prendre les murs et de les éviter après, mais si on peut éviter les murs que les autres ont pris, c'est d'autant mieux parce que du coup, ça nous permet de pas les prendre. Ouais. Donc après, ça dépend des profils. Il y en a qui préfèrent quand même foncer dedans, mais je, je vois très bien. Une recommandation, est-ce qu'il y a s'il y a un livre que tu pourrais offrir à tout le monde, du coup, lequel ce serait? Un livre que je pourrais offrir à tout le monde. Euh, euh, c'est très dur comme question. Ça demande de lire quand même suffisamment. suffisamment. Là, de tête, je me souviens plus exactement de tout ce qui a été cité dans les livres précédents. Je crois qu'il y a déjà eu l'Alchimiste. Il y a Ouais. dû Bah avoir. après, moi je sais que je suis pas très livre de Ok. développement personnel, etc. Donc, Après, c'est pas forcément ouais, du ouais. développement personnel. Mais je pense que un livre que tout le monde devrait lire comme Je crois ça. qu'il y a déjà eu Le Petit Prince aussi en livre que tout le monde devrait lire. Non, moi je dirais un truc. Eh ben, je viens d'avoir une idée là. C'est un livre que tout le monde devrait lire. Ça s'appelle Contre-courant. C'est Ok. un livre qui explique le slalom. Et bah, même moi, en lisant ce livre, j'ai découvert beaucoup de C'est vrai. choses. Ok. Tu me donneras le lien ou le nom Ouais, ouais. exact et l'auteur et comme ça je pourrais mettre un lien ou enfin trouver un moyen de le mettre si les gens veulent le Mais non, vouloir mais trouver. c'est vraiment un livre que j'ai adoré lire. Parce que ça a un peu de tout en fait. Ça explique l'histoire, ça interviewe des gens, Ok. ça explique pas mal de choses. Et c'est un kayakiste qui l'a fait. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé ce livre. Ah, Donc donc ouais, c'est quelqu'un du milieu ouais, au c'est quelqu'un moins. du milieu qui l'a fait. Et non, franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Mais ouais, je suis pas très livre de développement personnel, donc Non j'ai mais pas super, super il d'idées. y a pas Mais du coup vu que t'es pas très livre, est-ce que tu as d'autres recommandations films ou des séries ou des que tu peux partager enfin si tu as envie. Sinon ouais, là, comme ça, j'ai pas trop d'idées. Formula One peut-être Ouais, vu que non, bah, je serais un peu tombé dans la facilité. Mais je pense que la série que j'ai le plus aimée dernièrement, que je recommande vivement, ça n'a rien à voir avec le sport, mais c'est Soot. je C'est connais pas du tout. c'est sur Netflix. Et franchement, c'est une série. Et c'est des avocats. Et c'est plutôt réaliste, je pense. Et ça. Des fois, ça te pose des petites questions existentielles quand même. Je Ok. trouve, j'ai adoré cette série et je la conseille à tout le monde. Du coup, c'est disponible sur Ouais, Netflix. ouais, c'est ça. Ok, bah j'essaierai de regarder, Ouais, franchement, trouver le bon nom parce que je connais pas du tout, mais moi, par curiosité, ouais. Non, pour aller voir. Bon, une question on en a parlé un peu en off, mais tu m'as pas donné de titre exactement. Et est-ce que tu as une musique préférée ou une que tu écoutes tout le temps en boucle quand ouais, j'ai tu une musique t'entraînes que ou... j'écoute tout le temps en boucle. Je suis très reggaeton, donc c'est Quevedo.
Ça Ok. s'appelle, du coup, c'est Bizarrap et Quevedo qui l'ont faite. Et depuis qu'elle est sortie, je pense qu'elle est dans mon top 1 en boucle de Spotify et elle n'a jamais quitté cette place. Donc ouais, Quevedo, Ok. de Bizarrap et Quevedo. J'ai eu cette idée, je crois, l'autre jour quand j'ai posté sur Instagram, parce qu'en général, je poste, tu sais, la cover de l'épisode pour Ouais. annoncer la sortie. Et maintenant, on peut mettre des musiques sur les photos. Et moi, je suis nul en musique, je sais jamais quoi mettre. Et du coup, je me suis dit, ça peut être cool de demander la musique préférée de Ouais. l'invité. Et comme ça, je mets cette Ah musique sur bah, le post du. Donc, Quevedo de Bizarrap et Quevedo. quand il y aura la cover disponible sur Instagram, ce sera avec cette musique si elle est Parfait. disponible. Pour finir, du coup, est-ce que c'est une sorte, enfin c'est pas vraiment une question, c'est une sorte de passage de micro. Est-ce que il y a quelqu'un que tu penses, enfin que tu aimerais voir sur un épisode de Crisis, que ce soit un ami, un sportif, un entraîneur peut-être, ou quelqu'un que tu connais pas du tout mais que tu aimerais voir un profil opposé, que c'est pas du tout sportif. Ça peut être des personnes connues comme je cherche des noms mais sans vouloir Ouais, ouais. influencer donc je veux pas Non, en non, dire oui, oui, mais je vois. un petit Euh, passage de micro. non, bah, là, comme ça, je sais pas trop. Après, j'allais dire, je pense il y a pas mal il y a pas mal de gens qui seraient un peu dans ça, en fait, qui auraient vu une crise ou quelque chose comme ça. Et moi, je pense qu'il serait vraiment intéressant, en fait, ce serait d'interroger des, j'ai pas envie de dire des inconnus, mais en fait, des gens Ouais. qui de prime abord, enfin, au-delà du fait d'entrepreneurs sportifs, mais juste des gens en fait qui auraient pu vivre ce genre de truc parce qu'au final, chacun a sa propre histoire et chacun réagit différemment et je pense que n'importe qui en fait pourrait répondre à à ce genre de problématique. Après, peut-être plus dans le sport, je sais que, enfin, je sais que j'aimerais vraiment rentrer enfin pas rentrer dans la tête, mais comprendre un peu Ouais. ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui préparerait les Jeux Olympiques, par exemple, de Paris 2024. Et il y a Du des athlètes. côté du kayak, du coup, Non, mais ou peu peu importe. importe le sport, Ok. il y a des athlètes à Nancy qui le préparaient. J'en ai parlé hier en plus avec des copains, mais j'ai oublié son nom, mais il y avait un coureur Ok. qui était en médecine qui préparait les Jeux l'année dernière. Et je sais pas s'il a eu le minima pour y aller, mais j'aimerais bien savoir en fait ce qui se passe dans la tête de sportifs qui préparent les Jeux ou qui souhaitent y accéder, sachant que c'est possible. Parce qu'au final, moi, ça reste pour l'instant qu'un rêve très loin, parce que Ouais. bah, j'ai pas le niveau du meilleur français, comme il n'y en a qu'un seul qui y va. Et justement, de comprendre un peu ce que peut traverser quelqu'un qui prépare les Jeux, pour moi, ce serait vraiment super intéressant, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et en plus, en termes de crise, parce que je pense que il y a beaucoup de remises en question et beaucoup de questionnements qui se préparent, surtout sur des événements de telle envergure. Non, mais je vais essayer de creuser ça, de voir ce que je peux faire. Je sais que là, il y a certains sportifs justement qui préparent les JO que j'aimerais vraiment essayer d'avoir. En plus, ils font de l'escalade, c'est les frères Mawem, que Ouais, ça soit l'un ouais, comme ouais. l'autre. Parce que, enfin, déjà, moi, c'est des personnes que, pareil, je trouve hyper intéressantes et qui ont beaucoup de choses à dire. Et même eux le disent, ils font du sport, mais au prix de leur santé. Maintenant, ils sont Ouais. cassés de partout. Et c'est leur dernier JO en plus Ah à ouais. Paris, tu vois. Donc, il y a tout un mélange de plein de choses qui peuvent être hyper intéressantes avec eux. Donc, je vais essayer de voir ce que je peux faire là-dedans. En plus, ils sont dans la région, donc ce Ouais. serait dommage de ne pas réussir à faire un épisode avec l'un des deux. Et bah, merci beaucoup pour cet échange. Dernière question, est-ce que c'est un épisode réussi pour toi? Je la Ouais. pose à tous les invités. Ça permet d'avoir un peu le. Ouais, ouais, je pense. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Comme j'avais dit au début, c'est un exercice que je connaissais pas du tout. Ok. Et au final, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les questions, ça me permet de faire un bon Ouais. gros travail d'introspection personnelle. Mais pour le coup, ouais, j'ai adoré faire ça. Enfin, j'allais dire, je- pas que je pensais pas autant, mais je pensais pas être
aussi à l'aise dans l'exercice. Donc Ouais. franchement, j'ai adoré. Ouais, non, t'as super bien géré, c'est déjà un début de préparation pour les JO, Ouais. pour les interviews. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout du coup, et si vous avez aimé l'épisode, bah, n'hésitez pas à le partager et à suivre, que ça soit le compte Instagram de Crisis ou de Thomas, tout sera dans la description. Et pour finir, du coup, j'ai envie d'instaurer un peu ça maintenant pour les nouveaux épisodes. Je te laisse le mot de la fin si jamais t'en as Ouais. un ou si tu veux dire quelque chose. Bah, T'as plus ou moins 30 ouais. secondes, mais tu dis ce que tu veux, ça peut être en lien avec le sport ou pas du tout, pour tous ceux qui nous écoutent encore jusqu'à là. Ouais, bah j'allais dire, je pense, un dernier truc que j'ai envie de dire, c'est de faire confiance aux gens qui nous entourent, que ce soit la famille, les amis. Moi, je sais que, j'allais dire, j'ai ma conjointe qui est un de mes piliers forts, et mes amis aussi, là, comme ça, premier qui je pense, ça serait mon colocataire, John, avec qui est un pilier, et quand j'ai besoin, il m'écoute, il est là, et clairement, faire confiance à l'entourage, parce que sans eux, on n'avancerait pas autant. Bah merci, c'est un super mot de la fin. Et du coup, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin et qui ont écouté ce mot de la fin et qui nous regardent sur YouTube, typiquement, vous pourrez marquer John dans les commentaires, déjà pour moi pour le référencement et pour faire une petite dédicace à ton Mon coloc. coloc. Merci beaucoup. Merci.